Bueno, hoy tengo el gusto de estar con dos buenos amigos, con Cédric Gras y con Estefano, y Pánfilo Estefano, compañero de montaña. Cédric Gras, bueno, un montañista también, apasionado de la naturaleza, viajero, escritor. Es un gusto, esta es la segunda entrevista en francés, que forma parte de este círculo de entrevistas de aventureros franceses que han dejado una huella, no solamente física, sino literaria también. Vamos a pasar en français. Bonjour Cédric, je te remercie pour le temps que tu as pris. Faut que je parle français? Oui, faut que tu parles français. Ouais, espagnol. Quand Non. tu veux, si tu parles espagnol. Non, Bien sûr. hablo muy poco. Et donc, on fait une petite présentation sur toi aussi, en disant quelque chose de ta vie, comme ça, notre interlocuteur pourra chercher un peu. Cédric Gras est né le 15 janvier 1982. Exact. Il a 42 ans. Ça fait 3 du coup. Il a 43 ans. Il a étudié la géographie. Et dès qu'il est jeune, il a commencé ses voyages en Asie centrale, en Mongolie, en Russie. Ouais. Je crois qu'il parle 4 langues. Oui, alors Français, anglais, russe. russe Quoi surtout, d'autre? un peu d'espagnol. Un peu Et espagnol. j'ai fait de l'allemand à l'école, mais là, les souvenirs sont lointains. Et Mais même du latin, mais là, c'est vraiment pour la messe. ouais. Mais est-ce que j'aimerais bien ce que tu nous racontes après. Je crois que tu fais partie déjà d'un groupe d'aventuriers peut-être plus enfermés. Ils sont ceux qui écrivent aussi. Ah oui. Aujourd'hui, je crois, ça reste un monde où c'est plus les aventuriers qui mettent tous en TikTok et en Instagram, mais qui, on ne sait pas, dans 100 ans, est-ce qu'ils vont laisser une trace? Est-ce qu'ils vont laisser une trace morale, une trace de la plume? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais ça, on le laissera à l'histoire, en D'accord. tout cas. Déjà, je suis retombé sur toi grâce à mon ami Jean-Louis de la librairie des Alpes à Paris, un petit morceau des Alpes et des montagnes dans cette jungle de concret, Concrete Jungle, qui s'appelle Paris. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment un géographe français arrive dans un monde d'aventure et finit par passer beaucoup de temps en Russie, en parlant le russe. Oui, ouais, c'est une question qu'on me pose tout le temps, ça. C'est vrai que la Russie, les pays de l'Est en général, c'est des pays vers lesquels on va pas spontanément. Donc la plupart des gens que tu rencontres là-bas, français par exemple, en fait, ils ont des origines, un parent, enfin, il y a une histoire familiale qui fait que ils reviennent là-bas. Et c'était pas mon cas. Du coup, j'avais l'impression d'être un peu un ovni dans la communauté européenne, française, en Russie et dans tous ces pays-là. Moi, je suis arrivé un peu par hasard. Euh, J'avais beaucoup voyagé avant dans d'autres régions du monde, peut-être plus communes pour un jeune Français qui commence à voyager. Et puis, je sais pas, j'ai une espèce de curiosité qui s'était développée sur cet immense pan de la carte là qu'on visite pas assez, en tout cas à l'époque. Et j'ai commencé par faire un petit séjour juste pour voir. Et puis ça m'a plu. Puis c'est beaucoup la langue, alors que j'étais pas spécialement ni doué ni féru de langues étrangères à l'école. Je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic. Cette langue m'a beaucoup plu. Pour la russe. Ouais, j'ai eu envie de l'apprendre. La musicalité, mais finalement même la grammaire, ou même la syntaxe, ça finit par m'intéresser. Ce qui n'était pas gagné quand j'étais lycéen. Donc il y a eu l'envie d'aller jusqu'au bout du voyage cette fois-ci. Très souvent on fait des voyages, on apprend toujours quelque chose et puis on s'en met plein les yeux, mais là j'ai eu envie d'aller au bout du truc, c'est-à-dire apprendre vraiment la langue, comprendre la culture, et puis géographiquement c'est gigantesque. Avec le russe en plus on a une aire linguistique qui est beaucoup plus large que la seule Russie, donc j'ai pu aller en Asie centrale, même dans certains pays d'Europe de l'Est, dont les langues sont aussi les langues slaves, et en fait finalement on a une base sémantique qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Donc ça a été un projet de 10-15 ans finalement. Waouh! Mais aussi, j'ai lu, je parlais, j'ai demandé un peu, Jean-Louis, qu'est-ce que tu peux me raconter sur Cédric? Il dit, bah, Cédric, il y a un Français qui a vécu à Vladivostok. Oui, Vladivostok, c'est loin, c'est à l'autre bout de la Russie, ouais, je crois, la frontière avec la Chine, non, Mongolie, ouais, la frontière avec la Chine, la Corée du Nord. Corée du Nord. Mongolie, elle est un peu plus à l'ouest. Oui, bah, c'est une ville sur la carte qui fait rêver. Moi, ça me faisait rêver aussi. Et là, j'ai vécu là-bas 3 ans, hein, c'est ça, 3 ans et demi même, je crois. Au début, j'étais arrivé comme professeur de français.
à l'université. Puis après, il y a eu le projet d'ouvrir une alliance française. Et bon, moi, c'était à l'époque, j'avais l'âge de... Il fallait quand même que je trouve un peu un travail. Du coup, j'ai postulé et c'est moi qui me suis occupé de la fondation, enfin, avec des Russes sur place. À Vladivostok. Ouais, de l'Alliance française. Et puis ensuite, j'en ai pris la direction. Waouh. Voilà. T'as passé combien de temps à Vladivostok? 3 ans, quelques, ouais. Mais j'avais fait 1 an d'études avant à Omsk, en Russie. Après, je suis parti à Moscou. À l'Académie des sciences, il y avait un centre franco-russe là, de recherche. Donc, j'ai commencé un doctorat. J'ai jamais fini. Enfin, au total, j'ai passé une bonne décennie dans les pays d'ex-URSS, pas seulement ici, en Ukraine aussi, en Asie centrale. Pour donner à l'interlocuteur et aux écouteurs un peu de compréhension, à quelle époque c'était ça? Alors, c'était entre 2004-5 et 2016, je crois. Ouais. Donc, vraiment, je vivais là-bas. 2000? 2004-5, 2016 à peu près. Où je vivais vraiment là-bas. J'étais expatrié, je sais pas comment il faut dire. Oui. Et après, je suis rentré en France et puis j'y suis retourné beaucoup, mais sur des voyages, quoi. Et donc, à partir de quand tu allais ça en Ukraine? T'es où? Alors, l'Ukraine, j'ai travaillé en Ukraine de 2010 à 2015. J'étais directeur de l'Alliance française de Donetsk, où malheureusement aujourd'hui la guerre a ravagé la région. L'Alliance française est fermée depuis longtemps. Évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti. À l'époque, c'était le début du conflit. En 2014, Avec la Crimée, non? des soulèvements, alors l'annexion de la Crimée, puis des Donbass, soulèvements c'est déjà... au Donbass, fomentés par la Russie en partie. Donc ça a été de toute façon une région sur laquelle les autorités ukrainiennes ayant perdu le contrôle, la France ne pouvait pas garder une institution comme l'Alliance française. Est-ce que quand on parle de la Russie, c'est un pays qui, les dernières 100 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Russie. Ah oui, malheureusement, L'époque stalinienne, de républiques soviétiques qui ont laissé un impact dans le monde historique, soit positif, soit négatif. Est-ce que tu n'as jamais eu peur d'être en Russie ou dans ces pays? à l'époque où moi j'ai commencé à voyager là-bas et je me suis installé, c'était un peu une fenêtre entre l'URSS et puis l'anarchie des années 90 et le retour de la guerre et d'un régime dictatorial actuellement. Donc il y a eu cette fenêtre avec quand même une ouverture importante, une certaine liberté de circulation pour les étrangers, pour les Russes aussi qui ont découvert aussi un panel de choses qu'ils avaient le droit de faire d'un coup. Donc on avait pas peur à l'époque, on avait plutôt l'impression que la Russie, ça y est, ça s'ouvrait. Il n'était pas parfait évidemment, mais il y avait quand même une tendance. Non, Vers l'occidentalisation. oui, c'était une ouverture au monde en général, mais les liens se développaient aussi beaucoup avec l'Asie. Enfin, c'était une ouverture générale de la Russie sous les premiers mandats de Poutine. Et puis bon, en plus, ça correspondait à une prospérité économique qui était corrélée à l'explosion du prix des matières premières, notamment du pétrole, du gaz. Donc il y avait quand même un vent d'optimisme sur cette Russie-là. Donc ça, c'est vraiment jusqu'à les 2 premiers mandats de Poutine. À partir du moment où il fait ce rock là, comme on dit aux échecs, avec Medvedev, là, bon, on repart dans une tendance qui est plus négative. On le comprend pas tout de suite au début, mais moi j'ai vécu dans une Russie, non, on n'avait pas spécialement peur. Non, moi j'ai été plusieurs fois entre guillemets arrêté par le FSB. C'était des arrestations un peu irritantes, certes, mais qui restaient assez cordiales. Vous voyez bien qu'ils voulaient contrôler ce qu'on faisait, où on allait. Enfin, quand j'ai fait du documentaire, par exemple, quand on allait dans des régions frontalières, on voyait bien qu'on était suivi. Malgré tout, on avait des autorisations pour aller dans ces régions-là, pour continuer. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir une Russie que tout le monde regrette déjà. Et donc, pourquoi tu choisis de partir en Russie et en Ukraine? Pourquoi choisir Vladivostok et choisir Donetsk? Bon, ça, c'est les hasards de la vie. D'abord, j'étais arrivé à Omsk en Sibérie. À Omsk, c'est une ville en Sibérie à la frontière kazakh.
J'étais allé là-bas, je m'étais inscrit à l'université de russe pour l'étranger. Bon, en fait, il n'y avait que des Chinois, j'étais un des seuls Européens. Et j'avais choisi Omsk parce que c'était le moins cher. Moi, il fallait payer des frais de scolarité et c'était beaucoup moins cher que Moscou, Saint-Pétersbourg, qui sont des villes qui coûtaient très cher à l'époque, sans doute encore aujourd'hui. Ensuite, moi j'avais déjà été un peu à Moscou, à Odessa aussi avant, mais c'est la première fois que j'y allais pour de bon, quoi. Je suis arrivé à Omsk, je me souviens, avec des béquilles, je m'étais cassé la jambe au Pakistan dans une expédition l'année d'avant, enfin l'été précédent. Et donc, ensuite, Vladivostok, c'était le hasard, parce qu'il y avait un poste à l'université qui s'était proposé à moi et que j'ai postulé. Ensuite, l'Alliance française, c'était le hasard des projets de l'ambassade de France. La vie est faite pleine de hasards. Donetsk, c'est une affectation que proposait le ministère des Affaires étrangères pour un poste de création de l'Alliance française, de direction. Moi, je savais même pas où était Donetsk sur la carte avant de postuler. Je connaissais pas du tout l'Ukraine à l'époque, enfin à peine, seulement Odessa. Donc tout ça, c'est des hasards. Ouais. Voilà. Mais à l'époque, quand on est jeune, on est ouvert à tous ces hasards. On réfléchit même pas, quoi. Bien sûr. Donc pour les expériences russes, c'est des expériences que tu avais imaginées. Le peuple russe, c'est un peuple dont tu rêvais de le rencontrer. Tu avais des attendus par rapport à ces Russes. Est-ce que tu as été surpris? Tu peux parler un peu des expériences humaines, ces Russes. Ouais, j'avais pas. Moi, j'étais pas quelqu'un qui avait lu, comme beaucoup de voyageurs qui vont en Russie et qui en rêvent, qui avait lu Dostoïevski, Tolstoï, etc., et qui avait développé autour de ça un imaginaire assez romantique de la Russie. C'est plutôt quelque chose que j'ai fait sur place après. Non, j'ai découvert la Russie un peu in situ. Je connaissais pas bien avant. J'étais un peu fasciné par la littérature carcérale. Tous les récits du Goulag, mais bon, après, pas seulement, j'aime aussi beaucoup lu les récits sur les camps de concentration en Europe. Donc, mais c'est vrai que la littérature du Goulag m'a, à travers une espèce d'obsession assez que tout le monde tombe sur la littérature du Goulag. Je sais pas, c'est le bouquin qu'on m'a refilé. Mais en fait, la littérature carcérale du Goulag, bon, bien sûr, elle fait découvrir l'histoire, mais elle m'a aussi fait découvrir la géographie, parce que ça se passe beaucoup en Sibérie. Et c'est des régions ensuite dont j'ai voulu voir la réalité actuelle. Moi, je connais très mal les grandes villes russes. J'ai beaucoup été, par contre, dans les immensités de l'Extrême-Orient. Et je me souviens de l'incipit d'un récit du Goulag qui commençait comme ça. C'est l'auteur qui vient d'être embarqué, arrêté et qui est en train d'être déporté vers les profondeurs sibériennes. Et il est dans le train, le récit commence dans le train et il dit c'est l'enfer et c'est si beau. Et cette phrase m'avait beaucoup marqué parce que l'enfer, c'est l'enfer, mais c'est si beau. Qui a dit ça? Un auteur d'un déporté prisonnier, ouais. Enfin, Chalamov? Non, c'était pas Chalamov, c'est un Allemand, un soldat allemand. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes en ont gardé beaucoup. Et la plupart sont morts. Ils ont connu le même destin que les opposants politiques. Eux, c'était des ennemis dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Mais eux aussi ont été déportés. Les 200 prisonniers allemands sont morts, beaucoup de prisonniers japonais aussi, dans des camps de travail. Et cette phrase, c'est l'enfer et c'est si beau. Je trouve qu'elle collait tellement à la Sibérie. Bon, lui, il a connu l'enfer aussi de la répression au travail forcé et de la mort de la plupart de ses compagnons. Mais même quand on voyage, il y a un côté c'est l'enfer et c'est si beau, c'est belle. Et finalement, c'est l'enfer et c'est si beau, tu peux l'appliquer à la haute montagne, à l'Antarctique. Donc pour moi, c'est cette couche-là que j'avais envie d'explorer. J'avais fait de la géographie, j'aimais la montagne, j'aimais la nature. Donc c'est ça qui m'a séduit en Russie. Puis après, on a la centrale qui propose les mêmes immensités, qui en plus avait l'avantage, quand on a envie de faire un thème original, d'être des pays qui avaient été très peu visités, explorés par nos pères, parce qu'eux, ils n'avaient pas accès à ces pays-là. Et puis d'infos, pour ma génération, ça s'est ouvert. Et je trouvais que c'était un peu le terrain d'aventure de nos générations. C'est incroyable. Et du coup, j'avais une question pour toi par rapport est-ce que tu crois que ton expérience en Russie aurait été différente si ça aurait commencé à cette époque? Évidemment. 2005, l'époque de toutes sur de Mars, c'est-à-dire tout ce que tu parlais écouter,
es surveillé par tes réseaux sociaux. Et WhatsApp, Évidemment. une époque totalement différente. Bien sûr. Même pour aller aux États-Unis ou dans d'autres pays. Bien sûr, non, c'est évident. Moi, d'abord, j'aurais une vision, déjà, avant de partir, très différente. J'aurais beaucoup plus prudent. Et dans mon rapport aux autorités, et même dans mon rapport aux Russes, parce qu'on sait très bien qu'eux-mêmes, sans surveiller, ils sont moins susceptibles de s'ouvrir comme ils ont pu à une époque. S'ouvrir, je crois que quand j'y étais, ils avaient beaucoup moins peur de parler. On avait des contacts beaucoup plus sincères. Par ailleurs, je n'aurais pas la facilité de circulation que j'ai eue à l'époque. Là, il y a des régions entières qui, de toute façon, devant les étrangers, sont perdues. Même si elles ne le sont pas, un étranger qui irait là-bas devient immédiatement suspect. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas et pourquoi il va là-bas? Moi, j'ai eu la chance d'aller dans certaines régions frontalières qui sont complexes, soumises à autorisation, où on était surveillé quand même, mais de manière assez légère, quoi. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait une surveillance assez lourde. Extrême. Ouais, pénible. Bon, moi, j'ai eu quelques déboires au Tchoukotka, par exemple, mais moi, j'ai quand même réussi à y aller. Bon. Dernièrement, j'ai été expulsé de Biélorussie. Pourquoi? C'est la situation. Grande question, pourquoi? Moi, Tu es resté beaucoup longtemps? j'ai même pas pu rentrer. Moi. Je me suis présenté à l'aéroport. Et après, j'ai eu un interrogatoire assez long et pas sympathique. Et on m'a déporté par le premier avion, qui allait en Arménie d'ailleurs. Je suis retrouvé comme ça à l'aéroport d'Erevan. Super. Bon, c'était toujours mieux d'être enfermé à l'aéroport. En tout cas, non. Mais oui, en plus, j'avais été enfermé à l'aéroport dans une. C'est pas une cellule de prison, ils appellent ça la salle de déportation. Avec beaucoup d'immigrés tadjiks et ouzbeks. Qui étaient là pour le travail et qu'on n'avait pas voulu laisser rentrer. Mais moi, c'était vraiment politique. Oui. Pourquoi, je ne sais rien. Bon, donc de toute façon, aujourd'hui, moi, je ne suis pas retourné en Russie. Là, j'allais en Biélorussie parce que c'est la famille de ma compagne qui est là-bas. Mais je pourrais aussi voyager aujourd'hui comme on fait. Non, ça, c'est évident. Hein. Il y a des gens qui voyagent. Tu veux y retourner aussi en ce moment? Non, j'ai rien à y faire. En fait, quand la guerre a commencé en 2022, enfin l'invasion de l'Ukraine, moi je travaillais plus du tout sur la Russie. J'étais parti sur d'autres projets, on a des centrales notamment. Donc j'allais de toute façon plus tellement là-bas. Alors j'avais aussi un gros projet avec un réalisateur qui s'appelle Luc Jacquet, qui est connu pour avoir fait la Marche de l'Empereur en partie avec l'Inde. Qui voulait, on avait fait un repérage avec lui, très intéressant, à l'automne précédent, mais avant la guerre. Bon, et tout le projet est tombé à l'eau, on n'est jamais retourné pour tourner le film, mais sinon, à part ça, moi, j'avais pas de. C'était fini la Russie, enfin fini. J'avais envie de faire autre chose, quoi. Donc, du coup, comment dire, là, aujourd'hui, a fortiori, en plus, avec la guerre, j'ai pas de raison d'être. J'ai aussi, un peu sur tes expéditions au sud de l'Antarctique. Oui, bah justement, je commençais à travailler sur les projets. Alors là, ils ont pris la version en partie, quoi. Ouais. Est-ce que tu étais déjà allé en Antarctique? Oui, bah, je suis allé plusieurs fois. Alors, je suis allé avec les Russes, d'ailleurs, en 2016. Alors, ça fait longtemps maintenant. Sur leur brise-glace. Sur le brise-glace russe de ravitaillement des basses. J'ai fait 3 mois avec eux à l'époque. Et là, je suis parti avec les Argentins. Les Argentins, t'es parti, hein? Ouais. Ça, tu l'as fait l'année dernière? Ouais, c'est ça, en 2024. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Oui. On est allé sur les bases argentines, notamment celles où ils font vivre des familles et des enfants. En Antarctique, un continent, allez-y. Oui, parce que les Argentins revendiquent assez ouvertement la péninsule antarctique. Et ils ont eu cette idée toi qui es juriste, je ne sais pas ce que ça vaut, qui est assez pionnière, on va dire ça comme ça. Que si on faisait habiter là-bas des familles, des civils, et dans les années 80, 70, sous la dictature, ils ont carrément fait naître des enfants, eh bien, cela légitimerait quelque part par une occupation, une population d'un continent qui n'a jamais connu de civilisation. Et là, ça légitimerait leur vue, leur revendication territoriale. Bon, ça n'est reconnu par personne. Mais continuer à le faire aujourd'hui. Et c'est ça qui m'intéressait. Et d'abord, est-ce qu'on a en fait quelqu'un qui est un grand explorateur d'épaule, qui était dans cet espace-là,
c'est Ramon Larramendi. Je ne sais pas si tu as entendu. Mais quelle nationalité? Espagnol, bien sûr. Ah, espagnol. Larramendi. Je le connais. Et en fait, il a fait tout l'expédition transpolaire, je crois, ça. Inuit Polar Conference. Donc, il est parti depuis le Groenland vers Alaska. Ah, en Arctique, alors. Circumnavigation, oui. Oui, des fois en Antarctique. Non, il est parti en Antarctique aussi, parce que lui, il a inventé l'un des méthodes pour se déplacer zéro émission dans les vols, c'est avec des kites qui sont remorqués. Remorqués, avec les tentes. Donc, il y a un petit convoi de 4 ou 3 tentes avec des scientifiques ou soit des montagnards. Après, il y a le kite et il y a l'un Vénézuélien qui a été aussi dans cet espace, qui est Marcos Toria, qui était le premier Vénézuélien à l'EDRS, qui est l'un des pilotes des kites. Ah ben, c'est chouette ces expéditions-là. J'ai un copain, Mathieu Torder, qui est un aventurier polaire qui est en ce moment en Antarctique. Oui, il est parti. Avec une femme, non? Oui, il est parti. Qui est glaciologue. Ouais. Ils ont un itinéraire pôle sud d'inaccessibilité, pôle sud géographique, retour au pied de la péninsule, là, en mer de Belle. Qu'est-ce que tu as trouvé en Antarctique? Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu peux nous raconter à ceux qui ne connaissent pas cette monde? Alors moi, je n'ai pas fait ce genre de choses, des traversées à ski, polka, etc. Chaque fois que je suis parti, c'est avec des expéditions d'État. Expéditions à l'Institut polaire russe ou avec l'armée argentine. Comment peux-tu retrouver avec eux? Comment est-ce que ça se passe? C'est compliqué, puis c'est beaucoup de chance, d'heureux hasard qui fait qu'on est accepté à un moment. Et donc, à chaque fois, ce qui m'a intéressé, c'est plus l'attitude des pays envers ce continent qui, politiquement, juridiquement, n'appartient à personne. Voilà, on dit qu'il appartient à tout le monde, mais c'est pas si simple. En fait, c'est géré par un club de pays pionniers, et puis maintenant des pays qui deviennent observateurs, éventuellement un jour membres de cette espèce de communauté de gouvernance qui n'est pas sous l'égide de l'ONU. C'est un truc important à comprendre. L'Antarctique n'est pas géré par l'ONU. Donc c'est une gouvernance tout à fait particulière. Est-elle pérenne? Combien de temps ça va durer? Donc, c'est ces questions-là. Est-ce que ça va durer longtemps? Oui. C'est ce statut assez utopique finalement. Enfin, c'est une gouvernance assez utopique, mais qui se passe bien, de l'Antarctique. Voilà. Toujours quelques problèmes, mais globalement ça se passe bien. Donc c'est des questions comme ça qui m'ont beaucoup intéressé, notamment en partant avec les Argentins, puisque eux, ils sont signataires du traité antarctique, mais ils se cachent pas trop dès qu'on les lance sur leur souveraineté, souveraine. Et donc ils ont une théorie, ils ont une doctrine assez étonnante qui s'appelle permanence, qui consiste donc à faire vivre en permanence non seulement des scientifiques, des militaires, mais aussi des civils, des enfants. Et donc, ça reste un endroit libre. Est-ce qu'on est libre en Antarctique? C'est-à-dire, on arrive avec un avion argentin. Est-ce qu'on peut aller vers le Mont Vinson? Alors, normalement, il faut déclarer ces expéditions au traité antarctique, le secrétariat du traité antarctique, qui est à Buenos Aires. Qui sont qui là? Qui s'installe dans ces secrétariats? Quand j'y étais, c'était un Uruguayen qui était le secrétaire, mais en fait, le secrétaire ne fait que... C'est pas lui, il n'est pas décisionnaire. Lui, il organise, il coordonne les décisions. Chaque année, il y a des réunions de tous les pays membres du traité antarctique. Donc chaque année, c'est dans une ville différente du monde. Et c'est là comme à l'Assemblée nationale, qu'on examine ces propositions. Non, on les demande, je crois que c'est le secrétariat qui des choses plus fondamentales. Des extensions de l'air, des sanctuaires marins. Enfin, il y a des commissions en fait, qui dérivent du traité antarctique, qui s'occupent de tout ça. Et c'est pourquoi crois-tu qu'un endroit déjà si haut, qu'on a découvert si tard? Je crois que je parlais avec Larramendi de l'expédition de Shackleton. Oui, c'est le début du XXe siècle, fin 19e, début 20e.
C'est un endroit qui reste très inaccessible. Mais pourquoi, s'il est si inaccessible, il y a un gouverneur, un secrétariat qui veut gouverner ça, et dans son endroit, on dira, c'est déjà extrêmement fragile et extrêmement Oui, mais justement, impossible à vivre pour soutenir la vie humaine. C'est-à-dire, c'est la chance de l'Antarctique, en fait. L'hostilité de l'Antarctique, c'est la chance de l'Antarctique. Parce que, en fait, c'est très difficile de s'y établir, ça serait très difficile d'exploiter, même d'y vivre. Moi, j'ai vu les Argentins, ils sont dans une base qui s'appelle Esperanza, très au nord, hein, très au nord. Ils sont même pas derrière le cercle polaire. Donc, en fait, c'est une espèce de Patagonie encore plus extrême, mais ça reste quand même vivable normalement là-bas. C'est un climat qui reste à peu près... c'est un peu comme le nord de la Norvège. Et même là-bas, c'est très compliqué d'organiser la vie. Rien ne pousse qu'un animal ne pourrait vivre. Donc, c'est la chance de l'Antarctique que d'être aussi hostile. Ça permet justement en fait, de protéger l'Antarctique, puisque finalement, on ne pourrait pas y faire grand-chose. Donc ce traité antarctique, oui, il est venu officialiser une espèce de gigantesque sanctuaire écologique qui n'est pas trop remis en question, justement parce que l'exploitation, en fait, serait très complexe. D'où la question des effets d'un réchauffement, notamment sur la péninsule antarctique, qui est la plus exposée au réchauffement, c'est la plus du nord. Est-ce que ça pourrait, un jour, si les glaciers se retiraient trop, encourager des pays à revendiquer là du coup les possibilités d'exploitation industrielle ou que sais-je. Donc c'est toutes ces questions qui m'intéressent parce que traverser l'Antarctique, c'est pour le cas, moi je trouve ça fascinant, ça va être un voyage extraordinaire, mais moi, j'aime bien avoir toujours un peu du contenu derrière. J'aime bien le contenu politique, j'aime bien toutes ces questions qui m'ont aussi, quand j'ai écrit Alpinisme de Staline ou Alpinisme de Mao, j'aime bien, derrière l'aventure, j'aime bien le contexte de l'époque. Et t'as déjà vu un peu sur les premières rencontres des expéditions soit allemandes, soit américaines, de Admiral Byrd, par exemple, en Antarctique. En Arctique. Ah non, en Antarctique. Après la Seconde Guerre mondiale, oui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'Europe et après. Oui, c'est la grande... Oui, je connais un peu l'histoire de l'Antarctique, oui, tout à fait. Mais bon, après, on peut pas tout faire. Donc là, on est parti faire un petit film. Ouais, il y a aussi une montagne qui est très particulière, qui ressemble un peu à une pyramide, non? Oui, il y en a, là, il y a des théories plus ou moins fumeuses pour tout ça. Mais on vous explique que les nazis avaient une base secrète en Antarctique, tout ça. Peut-être dedans la pyramide. C'était marrant, d'ailleurs, à Buenos Aires, je suis allé voir le secrétaire du traité antarctique. Il était assez méfiant au début, parce que il se demandait bien qui il avait en face de lui. Et j'ai compris après, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent frapper à la porte du traité antarctique avec des projets complètement fous et qui pensent qui ont des espèces de théories ésotériques, pensant qu'il y a des pyramides qui sont creuses, qui sont entrées vers un monde souterrain, ou qui pensent qu'il y a des nazis qui sont encore réfugiés en Antarctique. Et maintenant, j'ai souvent des pareils comme ça qui viennent. Donc, je suis toujours un petit peu circonspect au début. Mais oui, non, moi, j'essaie de travailler sur des choses un petit peu plus terre à terre. Si on rentre un peu le fil de ta vie, donc à 19 ans, c'est ça, tu pars à cheval à travers la Mongolie. Ouais. Pourquoi à 19 ans? Moi, je sais pas. C'est quoi ton souhait, ton attendant? Moi, je faisais de la montagne. Ok. C'est pour ça, précisément. J'étais pas aussi bon skieur que toi. Dans les Alpes. Moi, je suis un petit parisien. Enfin, non, pas parisien, je suis un petit banlieusard. Okay. J'ai grandi en banlieue. Et puis, mes parents adoraient la montagne. Et ça a été une chance pour moi. Donc, ils nous embarquaient tous les étés. Ils étaient dans l'éducation nationale. Ils avaient juillet août. Et puis, l'hiver, on allait au ski quand même à la mesure de leurs moyens financiers. J'ai 3 frères. Ça, c'est quand même 4 gosses à emmener. Mais bon, on allait souvent en montagne. Et c'est vrai qu'ils nous ont donné un peu le goût de la montagne. Bon, mes parents, c'est pas l'alpinisme, mais moi, j'ai voulu pousser un peu le bouchon, avec mes frères aussi, d'ailleurs, certains. Et donc, on aimait ça, quoi. Ça m'a donné le goût de la montagne. Mais pas que de la montagne, parce qu'en fait, la montagne, ça n'est rien de plus que la chose la plus difficile qu'on puisse savoir à faire parce qu'on voyage. Moi, je le vois comme ça. Une fois qu'on a un certain niveau, je trouve, d'alpinisme, en fait, on passe partout. Et puis la découverte du monde, elle est venue un petit peu avec des voyages qui ciblaient d'abord des régions de montagne, parce que c'est ce qui m'attirait le plus.
Et quand j'ai eu 19 ans, à 18 ans, j'étais parti dans les Andes d'ailleurs. C'était un de mes premiers voyages. Où ça? Au Pérou. C'est la Cordillera Blanca? Ouais, non, mais on faisait pas de montagne, on se baladait. Mais pour moi, c'était déjà une découverte à 18 ans extraordinaire. Et puis là, j'étais avec un géographe, un géomorphologue qui m'avait embarqué avec lui, il faisait sa thèse. Et lui, il faisait des sondages dans les tourbières. Les tourbières, quand les glaciers se retirent, en fait, il y a de la végétation qui repousse, caractéristique de repousser sur les couches antérieures. Qui remonte. Voilà. Et en prélevant des carottes de tourbe et en les analysant, on peut permettre de remonter l'histoire du climat, de la disparition du glacier, etc. Et ça se passait autour d'un glacier qui s'appelle le Corobuna. Corobuna, je ne sais pas si ça se prononce bien, c'est vers Arequipa. Ok, vers Arequipa. Sud du Pérou. Ouais. Ça, c'était une première expérience. Et après, c'est un projet que moi j'ai monté tout seul, avec quelqu'un, mais c'était notre projet. On voulait traverser la Haute-Asie, en partant d'Oulan-Bator jusqu'au Tibet. Oulan-Bator, Tibet. Oulan-Bator en Mongolie. Et on voulait faire Oulan-Bator, Lhasa. La Mongolie, vers le Tibet. Ouais, ce qu'on appelle la Haute-Asie, quoi. Parce que la Mongolie, c'est très haut, en vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est un plateau, la Mongolie. D'altitude moyen. c'est moins haut que le Tibet, mais c'est un plateau. On n'est jamais en dessous de 1000 mètres en Mongolie. Et puis il y a des montagnes. C'est pas l'Himalaya, mais c'est ce qu'on appelle la Haute-Asie en géographie. Et donc, on a acheté des chevaux en Mongolie. À l'époque, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont en Mongolie et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inflation sur les chevaux. Et elle m'a dit que ça coûtait 1 500 €. Aujourd'hui, à l'époque, on les avait achetés 150. 150, ouais. Wow. C'était il y a... Quelle expérience? C'était en 2001, quelque chose comme ça. J'avais 19 ans et c'était 2001. Et donc, on a fait ce grand voyage pendant plusieurs mois, de Oulan-Bator jusqu'à Lhasa, et puis finalement, on est allé jusqu'à Katmandou. Les chevaux, ils étaient plein de péripéties. Les chevaux, on s'en est fait voler 2. Le troisième n'a pas pu passer la frontière. Et qu'au côté chinois, on a acheté des vélos qu'on a dû abandonner parce que le Tibet, c'était pour compliqué, puis les vélos, ils étaient pourris. Ils ont cassé, donc on a venu à pied. Et on est arrivé à Lhasa comme ça. À Lhasa. Au début de l'hiver, ouais. Waouh. Et après, on est allé au Népal, mais là, en faisant du stop et en prenant des bus. Mais la frontière népalais avec le Tibet, c'était ouverte à l'époque? Du Tibet au Népal, tu veux dire. Nous, on sortait du Tibet. Oui, tu sortais au Tibet. Non, mais on a été... On rentrait au Népal. Vous pouvez le faire pas par avion. Du Népal, je sais pas, nous, on est arrivé par le nord. Mais on est arrivé par la Chine, et on a eu des problèmes. On a été arrêté plusieurs fois. Et pardon. Mais une fois, on avait été arrêté. C'est-à-dire, toi, t'es entré au Népal en traversant un an de passe qui sont à 5000 mètres. Non, nous, on est sorti du Tibet en Népal par la douane normale. Ok. On n'avait pas de permis de tibétain. Et on a eu de la chance, je pense, parce qu'ils nous ont... Le gars à la frontière, le douanier nous a posé la question, mais où est votre permis tibétain? Et nous, on était entrés au Tibet sans permis, mais depuis l'intérieur de la Chine. À cette époque-là, est-ce qu'il était obligatoire d'avoir je crois. pour un guide comme il c'est aujourd'hui? C'était un peu flou, je sais pas. Parce que nous, comme on est rentré par les montagnes, on n'a jamais... On est rentré n'importe comment. Et quand on est sorti, ils nous ont demandé notre permis, mais... Donc tu as rentré depuis la Chine, puis... on est rentré, on a contourné le... Oui. C'était tout bête, en fait. Il y avait un poste sur la route. Et en fait, on l'a contourné. Je sais pas, on n'est pas loin, quoi. On a dû faire 500 mètres peut-être. Et t'es passé. Sans problème. Et Pas de problème posteriori, rien. Non. Si, après, on a été arrêté dans une ville au Tibet. Ils nous avaient confisqué nos passeports, tout ça, mais en fait, les mecs, c'était des flics corrompus, en fait, ils voulaient juste du fric. Et d'ailleurs, on n'en avait pas. D'abord, il y a juste une petite collaboration. Et donc, ça aurait pu se régler facilement si on avait donné de l'argent. Et en fait, on n'en avait pas. Et il y avait... on était étudiants, mais on n'avait pas d'argent. Et en plus, il n'y avait pas des distributeurs comme aujourd'hui partout, surtout au Tibet. Donc, et les mecs ne voulaient pas nous croire, en fait. Parce que pour eux, les Occidentaux, ça a forcément du prix. Et puis, ils nous ont beaucoup embêtés. Et comment ça s'est fini? En fait, il en a eu assez de nous. Il a dit, on vous évacue du Tibet. Et il nous a raccompagnés, c'est une toute petite ville tibétaine sur les plateaux. Il nous a raccompagnés à là où les bus s'arrêtaient. On est monté dans le bus, le mec s'est barré, on a pris. Et en fait, le bus n'est pas parti tout de suite. Et nous, on est ressorti du bus et on est parti dans les montagnes. Et donc comment est-ce que tu vas arriver d'aventure en aventure? Tu vas toujours avoir ce truc de vouloir créer l'expédition
pour te nourrir toi, ta curiosité, ou la curiosité d'un géographe? Ou est-ce que c'est déjà à ce moment-là que ton âme un peu d'écrivain commence à jaillir et t'as envie d'écrire, tu veux narrer ces histoires, tu veux... Comment ça vient, l'écriture? L'écriture, moi j'ai toujours beaucoup lu. J'avais oui vaguement le projet d'écrire, mais je prenais des notes, je pense que c'était très mauvais. Ça a mis un peu de temps quand même à maturer. Voilà. En fait, je pense que quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est bien de voyager tôt parce que ça forge le caractère, ça ouvre les yeux. Mais je suis pas sûr qu'on soit prêt. D'abord à bien comprendre pour bien comprendre, en fait, il faut déjà savoir un peu. C'est difficile en partant de zéro d'intégrer tout ce qui se passe autour de vous, surtout quand on ne connaît pas la langue. Hein. Quand on était au Tibet, en Chine, en Mongolie, on ne comprenait rien. Moi, j'appelle ça des voyages de sourds-muets. Il y a les yeux, mais on ne comprend rien, on ne peut pas s'exprimer. On est là pour survivre, quoi. Il y a des gestes, des trois mots. Donc, c'est les débuts, c'est l'apprentissage. C'est pas là qu'on fait des voyages aboutis, suffisamment aboutis pour pouvoir les relater aux autres en prétendant leur apprendre quelque chose, quoi. Voilà, il faudrait vraiment qu'il vous arrive une mésaventure exceptionnelle qui mérite qu'elle soit relatée. Mais si on veut faire comprendre le délire, on est jeune. Donc c'est quelque chose que j'ai fait plus tard, mais c'est bien d'apprendre d'écrire déjà à l'époque, parce que ça forge aussi. C'est là qu'on apprend aussi à écrire, parce que c'est pas parce qu'on a 20 sur 20 en dictée qu'on sait écrire, quoi. Et une plume, ça se maîtrise, ça s'affine, Donc oui, l'écriture était là, mais je me souviens quand j'étais assez petit, j'avais envie d'écrire. Quand tu étais au Tibet? Ouais. Et j'ai dû écrire d'ailleurs 3-4 chapitres après, puis je me suis arrêté et je pense que c'était très mauvais, peut-être qu'ils sont quelque part chez moi dans des cartons, je sais pas. Mais c'est normal. Hein. C'était quoi ton premier livre? Mon premier livre, c'est beaucoup plus tard. C'est sur Vladivostok, j'avais déjà 28-29 ans, c'est 10 ans plus tard. Comment il s'appelait? Vladivostok, alors moi je voulais l'appeler Neige et Mousson. Neige et Mousson. Parce que Vladivostok, c'est une ville assez étonnante. C'est très au sud de Vladivostok. C'est à la latitude de Nice. On s'en rend pas compte. Du coup, bon, alors il y a des influences évidemment climatiques sibériennes. Il y a un courant froid en fait en mer de Bering qui refroidit toute cette façade orientale de la Russie. Mais il y a aussi des influences, comme c'est assez au-dessus, presque subtropicales, avec beaucoup de pluie, des brouillards. Mousson, c'est un peu exagéré, il y a des espèces de résidus de mousson asiatiques qui viennent arroser un peu Vladivostok. Ouais. Et j'avais appelé ça comme ça. Finalement, c'est devenu un sous-titre parce que les éditeurs ils prennent des choses explicites sur les couvertures. Mais c'était mon tout premier livre, je sais pas très bien ce qu'il vaut, hein, mais voilà. T'as reçu un prix pour ce livre que j'ai lu, le Albus de Staline. Ouais, ça c'est encore plus tard. Oui, bien sûr. En tout cas, je crois que c'est pour une grande œuvre, un peu. Oui, celui qui a été le mieux récompensé, le plus vu. Et je pense qu'effectivement, ça doit être le livre le plus abouti ou un des livres les plus aboutis. Et tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'amène à écrire cette sorte de biographie de Vitaly Yavanakov et son frère, Eugénie Yavanakov, je crois, des pionniers de l'alpinisme de l'Union soviétique. Et surtout, il y a une phrase, je crois, c'était « Chaque ascension devenait une victoire du socialisme sur la nature ». J'ai dit ça, ouais. C'est eux qui ont dit ça. Peut-être que c'est l'Internet qui dit ça, ce soir. Non, mais il est possible qu'eux ils disent ça et que je leur ai prêté ça, évidemment, ouais. Mais en tout cas, c'était une des fois que je me souviens. En fait, tes citations, tes paragraphes, où c'était en fait la joie du peuple d'émener la tête de Petit Père. Oui, Père Staline. On portait les bustes. Oui, on portait son buste au sommet de plus haut de l'Union soviétique. Raconte-nous comment tu trouves cette histoire. Raconte-nous un peu. J'ai trouvé cette histoire. Bon, à l'époque, j'avais déjà donc vécu. J'avais 15 ans d'expérience sur l'ex-URSS. Oui. Pour y avoir vécu, voyagé, etc. Et moi, je fais de l'alpinisme à un niveau parfaitement amateur, mais je connais le monde de l'alpinisme depuis que je suis adolescent.
Et en faisant mes classes, une colle de glace notamment, j'avais appris une technique d'alpinisme qui s'appelle abalaka. Tu dois connaître. Voilà, faire un abalaka, c'est passer un anneau de corde dans un petit tunnel qu'on pratique dans la glace avec 2 brocs. Et ça permet de se suspendre ensuite de ça. Et cette technique s'appelle l'abalaka. On dit ça en France, on dit ça en Italie, en Europe en général. Aux États-Unis, je crois qu'ils n'emploient pas trop le terme abalaka, mais en Europe, cette technique est connue sous le nom abalaka. Bon, moi, j'avais jamais prêté attention au nom. Et donc, c'est après 15 ans de voyage et d'expatriation en Russie que je ne sais pas pourquoi, à la fin, je me suis souvenu de cette technique et je me suis demandé, j'avais rien à faire ce soir-là, sans doute. Pourquoi ça s'appelle un abalaka? Voilà, à ce moment-là, j'avais un intérêt évidemment pour l'histoire soviétique que je n'avais pas quand j'étais adolescent. Et donc, c'est là que j'ai commencé à chercher. Et il n'y avait pas grand-chose en fait. Bon, très vite, j'ai compris ce qui était assez évident, mais qui ne m'était même pas venu à l'esprit, à savoir que la Balakov, c'est une invention de monsieur Balakov. Et j'ai découvert qu'ils étaient 2 à Balakov, 2 frères. Et puis, il n'y avait pas grand-chose, des ascensions majeures qu'ils avaient réalisées, etc. Enfin, une biographie assez officielle. Donc, rien de... Bon, c'était une histoire complètement inconnue, donc ça m'amusait quand même de lire. Et puis après, j'ai commencé à comprendre, sur des blogs un peu de grimpeurs russes, il y avait pas mal d'allusions au fait que l'un d'eux, notamment, avait été arrêté à l'époque stalinienne. Et donc ça commençait à me titiller. Je sais pourquoi on a arrêté un des plus grands grimpeurs de l'époque. Et voilà, c'est là que je me suis dit, là, il y a une histoire fantastique. Qui plus est, jamais racontée, originale. Et ça, je trouve que quand on écrit, c'est le mieux qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une histoire originale dans les mains. Et ça m'a passionné parce que c'était un peu à la convergence de beaucoup de mes passions. La montagne, l'histoire soviétique, l'actualité de l'Asie centrale et de la Russie. Et puis j'avais un peu tous les atouts pour le faire parce qu'il fallait parler russe, il fallait connaître quand même le monde de la montagne, connaître un peu ces régions. Il faut être la géographie, bien sûr. Je me suis dit, ça c'est pour moi. C'est une question bien sûr pour toi. Parfait. Et donc, je suis lancé dans cette enquête qui a été longue parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose de disponible. Il a fallu... je suis allé rechercher un peu toutes les vieilles revues de l'époque. J'ai essayé de retrouver des gens, des témoins vivants. Il n'y en avait plus beaucoup. Est-ce qu'il y a aux gens qui connaissaient déjà alors qui connaissent, qui ont partagé peut-être faut faire des expéditions avec eux, peut-être. Quelques-uns, mais les gens qui sont encore vivants l'ont connu alors que lui était déjà très vieux. Donc c'est pas les expéditions avec lui, non, il n'y en a plus. Vraiment, il aurait fallu faire ça il y a 20 ans. C'est long, je le demande. Moi, j'ai pu rencontrer le neveu de Vitaly Abalakov. J'ai eu accès aux archives du NKVD, qui est ensuite devenu le KGB, puis aujourd'hui le FSB. Et là, aux archives du NKVD, il y avait le dossier Abalakov. Donc ça a été long pour obtenir l'autorisation d'aller consulter ce dossier, mais il y avait évidemment la clé de ce qui s'est passé dans les années 30. Lui, il a été arrêté pendant la grande terreur stalinienne. Il y a énormément de choses. Bon, d'abord, je suis un dossier judiciaire. Et dans un dossier judiciaire, c'est génial, il y a plein de petits détails sur la vie des gens, quoi. Ils n'ont pas forcément un lien avec l'affaire, mais qu'on retrouve, qui permettent de nourrir ensuite l'intégralité du texte. Bon, ça a été beaucoup de recherche. Je suis allé lire aussi les récits officiels de l'époque. Voilà, j'ai été en enquête. J'ai essayé de me nourrir des archives soviétiques tout en les remettant en cause. Enfin, donc c'est pas évident, on est dépendant des sources soviétiques qui sont en partie exactes, et puis on sait aussi qu'il y a un vernis, une couche d'idéologie, de censure ou d'autocensure. Donc c'est un travail où on navigue un peu à vue, mais qui m'a absolument passionné. Donc moi j'avais un livre beaucoup plus gros que ce qui a été publié, mais je me suis fait violence pour quelque chose de plus... Mais est-ce que je trouvais intéressant déjà entrer dans ces archives de la NKVD, c'est intéressant, hein, qui permet d'entrer dans ce type d'archives. Bon, mais ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'était une époque où aussi, c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Et là, ça s'est refermé. Ça s'est refermé, c'est ma question. On ne pourrait pas aujourd'hui. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais... Est-ce que les Russes, ils étaient
content que tu faisais cette recherche. Comment était un peu la réception? Parce que pour un Français dire, ben, je voudrais approfondir sur l'époque du Goulag, waouh! Bon, c'est pas travailler sur le goulag. Bon, aujourd'hui, ça l'est encore moins qu'à l'époque, mais déjà à l'époque, c'était pas très bienvenu. Bon, il y avait quand même le musée du goulag à Moscou, il y a un ancien goulag à Perm, notamment, qu'on peut visiter. Quand on va sur la Kolyma, il y a quand même ce monument. On ne peut pas rater les victimes du goulag. Les Russes le savent très bien. Mais le pouvoir, déjà à l'époque, n'encourageait pas plus que ça. C'était permis, mais pas encouragé, quoi. Maintenant, quand on fait sa demande pour aller aux archives des victimes de la terreur, qu'ils étaient au goulag ou pas, hein, parce que la terreur, on pouvait être fusillé très rapidement, ou ça pouvait être une période d'incarcération à Moscou ou ailleurs, mais on n'avait pas forcément le temps de travail. Quand on fait une demande, c'est assez long avant d'avoir une réponse. Et en fait, ça me demande pour un dossier particulier. Alors, on ne fait pas une demande pour rentrer et ensuite feuilleter. C'est pas possible. Ça. Il y a une demande d'un dossier qu'on vous apporte sur votre table, et c'est celui-là que vous consultez et c'est tout. Et en fait, moi, la sensation que j'ai eue, c'est moi, je faisais la demande pour un dossier, et pendant ce temps-là, le FSB regardait mon dossier à moi. Qui j'étais. Bon, ça prend un peu de temps du coup, mais ils ont dû juger qu'il n'y avait rien de grave à ce que je consulte ce dossier. Et puis je pense qu'un dossier d'alpiniste, pour eux, bon, c'est pas un enjeu majeur, quoi. J'ai pas demandé le dossier de Trotsky, ou de Zinoviev, ou de je ne sais quel personnage politique de l'époque. Donc je pense que ça leur paraissait pas complètement fou. Et peut-être qu'ils avaient envie que j'écrive cette histoire, parce que finalement, Abanakov, c'est quand même un héros. Au final, les Abanakov ont été des grands alpinistes, une vitrine de l'alpinisme russe aujourd'hui. Donc, même si dans le livre, j'ai raconté tout ce qu'ils ont subi de la part du pouvoir, ils en ont quand même été en même temps les héros. Et ça reste des grands alpinistes de l'histoire russe. Donc, de leur point de vue, je pense même qu'ils ont eu raison de me laisser rentrer. Mais intéressant. T'as eu des retours, le fait en tant que Français, d'héroïser, créer, de ressusciter un héros soviétique, donc russe. C'était russe? Ouais. Ils étaient russes sibériens, ouais. C'est vrai, en tant que Français, t'as eu des retours, t'as eu des conversations depuis, que t'as publié ce livre avec des Russes? Oui, bien sûr, ouais. Non, tout le monde, bon, ils ont toujours quelque chose à redire. De toute façon, je ne peux pas être un livre parfait. J'ai pas eu accès à l'intégralité des archives, et puis après, il y a plus d'interprétations. Abanakov, notamment le grand frère, il a survécu à son petit frère assez longtemps. Il était alpiniste évidemment reconnu, mais assez controversé aussi, parce qu'il avait un caractère très dur. Et puis il avait un peu, ce qu'on disait, confisqué un peu les instances alpinistiques à la fin de l'URSS. C'était un peu indéboulonnable. Et forcément, il y a des jalousies, des machins que personne ne sera jamais parfaitement d'accord avec ce que vous avez écrit. Le livre a été acheté par un éditeur russe, par les droits, qui a été traduit. Il n'est pas encore sorti, je crois. Je sais que l'éditeur attendait un peu les circonstances actuelles. Voilà, oui, plutôt positif. Après, je sais très bien que s'il sort un jour en Russie, qu'il est finalement publié, évidemment qu'il y aura 1000 critiques, mais c'était pas tout à fait comme si, et puis il a mis trop l'accent sur cela, c'est à l'étranger, il n'a pas compris. Comment c'est? Parce que je crois qu'il faut aussi faire un parallèle historique, par exemple, entre ce que tu as écrit par rapport à la Russie, de cette époque stalinienne, et l'histoire des Turcs et des Arméniens. C'est-à-dire, par exemple, tu ne peux pas, en Turquie, écrire contre leur version de l'histoire. Parce que tu peux être arrêté ou mis en prison. Hein. Ah oui, c'est interdit en Turquie. Aussi, tout le monde connaît l'histoire des répressions staliniennes, des terreurs. Je pense que ça n'étonnera personne, quoi. En fait, alors j'ai eu un retour assez étonnant. Quelqu'un qui n'a même pas pu lire le livre, je crois, à l'époque. Un jour, je reçois un message d'un Russe qui me dit, c'était il y a longtemps déjà, c'était vraiment à la sortie du livre, en 2021, je pense. Le gars me dit, écoutez, j'ai appris que vous avez pu rentrer aux archives et consulter le dossier Abanakov. Moi, j'écris sur les Abanakov aussi. Alors lui, il écrivait que sur le grand frère. J'essaye de... Et moi, on m'a pas laissé rentrer aux archives alors que je suis russe. Enfin, il n'a pas écrit comme ça, mais on comprenait qu'il était interloqué par le fait que moi, étranger, j'ai pu avoir accès et pas lui.
Alors, je crois que la loi russe réserve le droit de consultation aux descendants, à la famille des ex-prisonniers de Goulag de l'époque, et pas aux tiers, quoi, aux personnes Ils le tiers. réservent. C'est-à-dire, ils C'est réservé. interdisent à la famille. Non, justement, c'est réservé, c'est que la famille. Ouais. Ouais. Normalement, il faut être de la famille, en fait, pour consulter le dossier. À vérifier, voilà. Et donc, lui, il n'était pas de la famille. Donc, ça lui paraissait un argument raisonnable. Mais moi, je ne l'étais pas non plus. Et donc, ça, il comprenait pas. Et alors, j'avais aucune explication à lui donner. Je ne sais pas pourquoi moi, j'ai eu accès et pas lui. Ouais. Mais ça, c'est un retour par exemple qui m'avait... J'ai trouvé étonnant. Moi, je lui ai envoyé le livre. Il m'avait demandé... En français. Oui, à l'époque, il n'était pas traduit. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Bon, Abalakov est un personnage largement oublié aujourd'hui en Russie. D'abord, on pratique beaucoup moins l'alpinisme en Russie que chez nous. À l'époque soviétique, la propagande avait à un moment parlé de ces gars-là, mais on connaissait mieux les joueurs d'échecs, les gymnastes et les nageurs que les alpinistes. Ça n'a jamais été, contrairement à ce qu'on a dit ensuite beaucoup sur mon livre, ça n'a jamais été un vrai vecteur de propagande, l'alpinisme. Quand ils l'ont fait, ils ont rajouté de la propagande. Les bustes de Mao, Mao après, les bustes de Marx, de Staline, etc., qui étaient pas faits au sommet. Quand on faisait de l'alpinisme, on le faisait avec tout, donc, la panoplie de l'époque, idéologique, mais c'est pas pour ça que ça a été un grand vecteur de propagande. Donc les frères Abalakov sont largement oubliés aujourd'hui, et d'ailleurs même les historiens s'y étaient pas intéressés. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les gens qui s'intéressent aujourd'hui à cette histoire, c'est des alpinistes, et ça reste un cercle assez restreint, quoi. Mais dans ce cercle-là, il y avait pas mal de rumeurs sur justement l'arrestation d'Abalakov. Parce qu'Abalakov, il passe 2 ans en prison, il n'est pas déporté au Goulag, il n'est pas fusillé, et il ressort. Et ça, c'était très rare dans la grande terreur. Très rare. Il a été arrêté. Ouais. L'un des frères. L'un des frères, Vitaly le Grand. Ouais. Mais c'est lui qui est mort dans sa chambre de bain, dans sa salle de bain. Non, ça c'est le petit, justement. Le Grand, il a été arrêté, il est ressorti. Et il a vécu assez longtemps après, jusqu'en 86. Et donc, la question, c'est, mais pourquoi est-ce qu'il est ressorti? C'était très très rare de ressortir. Et si vous lisez L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, il a une expression extraordinaire pour parler de ces gens qui ressortaient, qui sont ressortis de prison. Au moment où on a changé à l'époque le commissaire du peuple aux affaires intérieures, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, il dit que c'était un kopek rendu sur un rouble. C'était un kopek rendu sur un rouble. C'est-à-dire rien, un centime sur un euro, quoi. C'est-à-dire ils étaient très très peu à ressortir des prisons de la Grande Terreur. Et bon, a priori, c'est parce que, comme on a choisi à ce moment-là le commissaire du peuple, qui avait lancé sur ordre de Staline cette répression, et que justement les dégâts sur la population, l'intelligentsia, l'armée étaient tels que justement Staline avait voulu mettre fin un petit peu à cette répression. On pense que c'est à la faveur de cette décision que ces gens-là sont ressortis de prison. Mais il y avait quand même un doute, du coup, une espèce de suspicion, quoi. Et Abalakov, ça a beaucoup de mauvaises langues se sont demandé pourquoi lui, il était sorti de prison et pas les autres. Ouais. Dans les archives, tu as pu trouver un passage qui évoque sa sortie. Ah oui, parce qu'à la fin, il y a une espèce de simulacre de procès qui valide ses sorties. D'accord. Parce que les soviétiques étaient obsédés par les formes. Il fallait, un juriste, il faisait par le papier. Ouais, il respectait les formalités, quoi. Il fallait absolument que quand il y ait une condamnation, ça soit verbalisé dans un procès verbal, justement, qu'il y ait des procès, que les interrogatoires en bonne et due forme. Et il fallait que le prisonnier avoue. Il fallait qu'on recueille des vrais aveux. Enfin, des vrais aveux. Il finalement s'avouait des choses qu'il n'avait pas fait, mais eux, ils voulaient entendre. Alors que, par exemple, les nazis s'en fichaient complètement. Ça respectait beaucoup moins les formes. Mais il y a une obsession chez les soviétiques de la forme. Et donc, dans le dossier, il y a tout. C'est 500 pages. Il a fallu que je parcours assez rapidement, mais... Peut-être eu combien de temps pour acheter l'archive? Bon, en fait, il m'avait dit, vous pouvez même revenir demain, si vous voulez. L'archiviste était assez sympa.
Mais bon, en une journée de 8 heures, j'ai réussi à prendre tout ce que je voulais avec beaucoup de documents. Je prenais des notes. Elle m'a même permis à la fin, je sais pas si elle avait le droit de prendre quelques photos. Ah ouais. Non, elle a été sympa. Okay. Mais bon, il y a pas mal de documents qu'on parcourt très vite. Hein. C'est 3 lignes avec un tampon. Voilà. Mais on s'est sorti en une journée. Le plus dur, c'était justement ces déclarations manuscrites. Parce que tout ce qui est manuscrit, on arrive, c'est facile à déchiffrer. Tout ce qui est manuscrit, en plus, l'alphabet russe, c'est un alphabet majuscule et un alphabet minuscule. Hein. C'est pas la même écriture. Et quand c'est à la main, parfois ça peut être costaud. Et en plus, les déclarations manuscrites de Balakov, il m'a semblé qu'elles avaient été écrites sous le coup du stress. C'était particulièrement illisible, voire dénué de sens parfois. Et on imagine qu'il était sous la contrainte. Il y a des déclarations où il avoue des choses qui ensuite ne sont pas signées. L'Italie à Balakov, visiblement, très longtemps, a refusé de signer, refusé d'avouer, refusé de signer les déclarations qu'on lui avait faites écrire. Et c'est sans doute pour ça qu'il est resté en prison très longtemps. Ils n'arrivaient pas à achever le processus d'interrogatoire. C'est qu'il lui a imposé. Il dit c'est sur lui. Il ne signait pas sur son. Non, il ne voulait pas. Et ils n'ont pas réussi à le briser. A priori. Tu as vraiment la raison pour laquelle il a été arrêté 2 ans. Ah bah, c'est des dénonciations. Des fausses dénonciations, sans doute sous la contrainte d'autres prisonniers. Parce qu'on devait avouer les fautes et puis on devait aussi dénoncer ses petits copains. C'était une chaîne, quoi. Et donc, en fait, c'était d'autres alpinistes qui avaient été contraints de le dénoncer. Des crimes imaginaires, hein. Donc on avait... Qui ont dénoncé aux autorités l'Italie à Balakov. Et pourquoi tu crois accuser personne dans ceci 1940, 30 c'est ça. Mais en Balakov en prison, pourquoi? Ah, le régime, tu veux dire? Oui. Parce que les prisonniers, ils étaient obligés. Enfin, on leur demandait On prenait des prisonniers qu'on forçait de dénoncer des crimes qui n'existaient pas. Le régime, tu crois, c'était une chaîne qui ne finissait pas. C'est-à-dire, moi, je t'ai mis en prison, toi, tu vois qu'il y a d'autres qui sont en prison aussi. Donc tu dis, Stefano, lui, il a fait des crimes à la montagne. Non, on va me dire, d'abord, il faut avouer ses crimes. Et après, il faut dénoncer des complices. Si tu veux sortir ou... Avouer, qu'est-ce que c'est-à-dire? Avouer... Comment dire en espagnol? Avouer. Confess? Confess, ok. Comment tu dis en espagnol, ça? Confessar? Ah non, tu vois. Confessar? Confessar comme avec le prêtre à l'église. Ah oui, c'est une forme de confession. Confession, voilà. Et donc tu devais faire ta confession, et oui. Tu devais... Et ensuite, mettre d'autres en prison. Voilà, dénoncer les complices. Comment on dit complices en espagnol? Complices. Voilà. Et c'était une chaîne, bien sûr. Et les arrestations se nourrissaient comme ça. De force, c'était forcé. Ouais. Forcé. Mais c'était logique. Si tu dénonçais d'autres, tu auras moins de peine en prison. Souvent, on te promettait ça. Mais dans la réalité, c'était pas si évident. Ouais. Et ça, c'était... Je sais plus, je voudrais aller retrouver les interrogatoires, mais... En fait, ça se passe dans l'idéologie socialiste de rééducation. Au début, les premiers camps de travail, ce sont des camps de rééducation. Après, la rééducation est passée un peu au second plan et l'important, c'était surtout d'avoir de la main-d'œuvre presque de l'esclavage. Mais le tout premier camp en mer Blanche qui ouvre juste après la Révolution, ce sont des camps de rééducation. C'est-à-dire on essayait vraiment de faire une rééducation politique, des déviances. Comment on les appelait, capitalisme, boîtière, anti-révolutionnaire, etc. C'est pas plus fait les Chinois, que les camps de concentration chinois, pas de concentration mais de travail, étaient justement des camps de rééducation, où il y avait du travail forcé, mais aussi beaucoup de rééducation politique, ce que les soviétiques ont abandonné assez vite. Et donc, dans ma rééducation politique, il faut faire son autocritique. Voilà. Et l'autocritique, ça veut dire vider son sac, quoi. Il faut déballer, c'est comme la confession chez le prêtre, un petit peu, tu vois. Tu dois avouer, confesser tous tes péchés d'un point de vue socialiste. Voilà. Aujourd'hui, ce ne serait pas forcément des péchés. Mais donc, c'est comme ça que ça se passait. Il fallait faire son autocritique, quoi. Raconter sa vie sur papier libre, parfois, faire son autocritique et dénoncer ses petits copains d'un point de vue socialiste, c'est-à-dire dire qu'il avait commis ou fait des choses qui... d'un point de vue de l'idéologie communiste, c'était répréhensible, etc. Donc à Balakov, on a accusé d'avoir d'abord fait de l'alpinisme avec des étrangers,
C'est ça. Des étrangers qui avaient obtenu un visa en bonne et due forme de la part des communes-fermes des autorités soviétiques. Vraiment, ça n'avait pas l'air de déranger les commissaires. On l'a accusé d'espionnage, le service de l'Allemagne nazie. On l'a accusé d'avoir fait l'éloge du matériel d'alpinisme étranger. Faire éloge, oui. D'avoir préféré le matériel d'alpinisme étranger plutôt que la production nationale. Ouais, c'est une tradition, elle n'a pas pris. Après, il n'a pas fait. Tout à fait. Donc c'était beaucoup de choses comme ça. Je ne sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, parce que Balakov lui-même était ingénieur, a essayé beaucoup de faire progresser le matériel soviétique, l'alpinisme. Il a espionnage au profit de l'Allemagne nazie. A priori non. On l'a accusé d'avoir grimpé avec un Suisse allemand qui s'appelait Lorenz Saladin, qui venait beaucoup en Asie centrale, mais qui était un militant communiste suisse. Donc tout ça a été délirant. Je sais plus ce qu'il y avait, là, ça commence à faire loin. Il faut que je relise mon propre livre, bien sûr. Mais bon, c'était des choses comme ça. Ouais. Est-ce que pour écrire ton livre, tu as échangé, tu as consulté d'autres écrivains qui ont beaucoup écrit sur la Colima, par exemple? Je pense à Nicolas Wers ou d'autres. Ouais, je suis allé relire. Bon, j'avais déjà beaucoup lu avant, comme je me disais tout à l'heure sur la littérature nouvelle. Je vais aller relire un petit peu, oui, Olivier Rollin, dont j'avais beaucoup aimé le météorologue. Je suis allé relire alors une Allemande, comment ça s'appelle, Boberneuer, je crois, qui a la particularité d'avoir connu et les camps et les goulags soviétiques et les camps allemands. Qui ça? Boberneuer, elle s'appelle. Boberneuer, enfin, je sais plus son... En fait, elle, c'était une militante communiste allemande. Et j'avais trouvé refuge en URSS et qui a été arrêtée, parce qu'on arrêtait beaucoup des étrangers, même s'ils étaient de l'international soviétique. Ou l'espion. Socialiste. Donc elle a été déportée au Kazakhstan. Et ensuite, Staline a livré ces gens-là à Hitler. Et donc elle a connu ensuite les camps allemands. Et donc elle fait ainsi ce comparatif des camps soviétiques et des camps allemands. Et surtout, ce qui m'intéressait chez elle, c'est qu'elle a été déportée avec beaucoup d'étrangers, justement, socialistes, qui avaient trouvé refuge en URSS. Parmi eux, il y avait énormément d'Autrichiens qui avaient été, ça s'appelle le Schutzbund, qui étaient des militants communistes autrichiens. Il y avait une histoire de Schutzbund, c'est une des remous politiques en Autriche, une prise de pouvoir qui leur est défavorable, et donc ils sont fuis en URSS. Et eux, c'était des alpinistes, beaucoup. Les Autrichiens, ils connaissaient bien la montagne, et ils ont beaucoup participé à l'école, à la naissance de l'école d'alpinisme soviétique, et donc ils ont grimpé beaucoup avec un Balakov. Voilà. Et ces gens-là avaient été ensuite déportés en Allemagne, rendus entre guillemets à Hitler, et donc la déportation des alpinistes autrichiens, ça a été aussi dans l'histoire de l'alpinisme soviétique, une page assez importante. Et t'es parti d'où à où? De Moscou à Berlin. Dans l'époque de la guerre. Ça se passe juste avant la guerre en 41. Ouais, juste avant la guerre. Parce que si l'Allemagne avait été déjà en guerre avec l'URSS, ils n'auraient pas été renvoyés, je pense. Le pacte Molotov-Ribbentrop. Voilà, c'est l'échange de prisonniers pour montrer que tout allait bien et puis avant. Et donc, tu as aussi écrit donc les alpinistes de Mao. Ouais. Est-ce que ça a été la même histoire, les mêmes archives, les mêmes... Ouais, en fait, j'ai découvert Tout a plongé à Beijing, à Pékin, dans des archives. Alors moi, j'avais été donc déjà en Chine, au Tibet, plusieurs fois. Et j'avais découvert l'histoire des alpinistes de Mao à Moscou, en fait. Parce que c'est les soviétiques qui ont formé les alpinistes maoïstes. Et donc, je trouvais cette histoire déjà... Là, je me suis dit, il y a un deuxième livre. Bon, on va finir celui-là d'abord. Et ensuite, je m'y suis mis, ouais. Et bon, ça a été très dur parce que les archives chinoises complètement fermées et on ne sait même pas si elles existent, en fait. C'est vrai. Donc, dur, j'ai fait avec cette chose que j'avais trouvé. Et en fait, j'avais trouvé beaucoup de choses côté soviétique, finalement. Des mémoires des alpinistes russes qui avaient formé les Chinois. Parce que Mao voulait absolument que les Chinois conquièrent l'Everest. L'Everest. Par le versant tibétain. North Face. Exactement.
et qui était vierge. Enfin, vierge, moi, j'étais pas vierge, j'ai eu des tentatives, mais personne n'était arrivé au sommet. Et il y avait notamment eu Mallory Erlin et d'autres expéditions britanniques dans les années 30. Et puis ensuite, l'arrivée de Mao, la conquête du Tibet avait complètement fermé ça aux étrangers, donc c'était devenu un peu leur domaine réservé, quoi. Que eux, il y avait que eux qui pouvaient tenter l'Everest, en fait. Sauf que les Chinois, ils n'avaient pas d'Everest. Et donc, c'était la grande époque des pays frères communistes. Et donc, Mao demande à l'époque à la Russie soviétique de former des alpinistes pour aller à l'Everest. Et la contrepartie pour les Russes, c'est qu'ils pouvaient, c'était une expédition binationale, eux aussi allaient à l'Everest. Ils pouvaient partager cette gloire. C'est ça. Et c'était un accès à l'Himalaya pour les Russes qui, à ce moment-là, avaient un alpinisme déjà assez mature et pouvaient prétendre à l'Everest, quoi. Et donc, il y a eu... Le projet a avorté. Les Chinois sont partis tout seuls, finalement, parce que Khrouchtchev et Mao se sont déchirés. Khrouchtchev avait lancé une espèce de déstalinisation. Bon, c'est pas pour ça que l'URSS était devenu un paradis, mais il y avait quand même un premier renoncement aux excès du stalinisme. Et donc Mao, lui, c'était du négationnisme. Donc, bon. Il y a eu quand même, à ce moment-là, un divorce entre Pékin et Moscou qui fait que les Russes sont pas partis avec les Chinois finalement, et que la première tentative qui aurait pu se faire ensemble avait avorté à cause du soulèvement tibétain, de la fuite du Dalai Lama, etc. Mais moi, je trouvais que c'était génial. Les Russes qui ont aidé à la fuite. Non, les Russes, ils n'ont pas pu venir. En fait, ils devaient arriver à Lhasa ce jour-là pour retrouver les Chinois et partir à l'Everest. Et là, c'est le soulèvement tibétain. Le Dalai Lama s'enfuit, etc. Du coup, les Chinois ont annulé l'expédition, les Russes ne sont pas venus. Voilà. Et l'année suivante, comme Khrouchtchev et Mao s'étaient engueulés, c'est jamais possible, ça. ça s'est jamais fait. Ok. Mais ça, c'est quelle année? Donc la première tentative, c'était 59. C'est là que le Dalai Lama s'enfuit, que le Tibet est à feu et à sang. L'expédition est annulée. Et l'année suivante, c'est 60. Et là, les Chinois, ils vont tout seuls. Mais qu'est-ce qui se passe au Tibet pendant la fuite du Dalai Lama? C'est ce qu'on a appelé le contexte soulèvement tibétain. Les Chinois, ils sont arrivés à partir de 51 de mémoire au Tibet. Ils opèrent une conquête du Tibet militairement fulgurante. Et après, au début, il y a des accords qui sont censés laisser un peu de prérogatives tibétaines. Et en fait, mais très rapidement, c'est de l'acculturation, de l'invasion en bonne et due forme. Et ensuite, ça aboutit à un mécontentement très important de la population tibétaine, qui parfois avait accueilli les Mao favorablement, je sais pas, mais enfin, il y avait quand même la théocratie tibétaine, était très inégalitaire, et il y avait Les castes, une caste très forte. donc il y avait quand même une originalité tibétaine sur l'arrivée du socialisme. Il y avait certains pouvaient y être favorables, en tout cas ils trouvaient leur compte. Mais c'est à partir du moment où en fait il y a une acculturation, on se rend compte que les Chinois sont pas là pour libérer les Tibétains du pouvoir des moines, mais qu'en fait ils sont là pour s'appliquer le Tibet, acculturer les Tibétains, etc. C'est à ce moment-là qu'il y a un mécontentement populaire très fort qui va aboutir notamment sous la férule des Tibétains les plus récalcitrants, qui étaient les plus combatifs, qui étaient les Khampa. C'est là qu'il y a un soulèvement à Lhasa, et puis les Tibétains prennent le contrôle de Lhasa. Bon, mais c'est assez bref, parce que les Chinois font venir des renforts et reprennent la ville. Massacre. 1959. 159. Et c'est là que le Dalai Lama doit fuir, etc., etc. Et donc c'est cette année-là que les Chinois et les Russes devaient aller au Tibet, devaient aller à l'Everest. Mais précédemment, les 3 soviétiques étaient venus faire une reconnaissance à l'Everest avec les Chinois. Et donc ils étaient montés jusqu'à 6000 mètres. En fait, l'idée c'était de voir si la voie d'accès qui avait été défrichée par les Britanniques et par Mallory et Irvine, c'est la voie normale nord qui passe par le pôle nord. Et voilà, si cette voie était la bonne, si c'était encore praticable, si les Britanniques avaient fait le bon choix, il y avait eu cette reconnaissance pour vérifier qu'on s'engageait bien sur cette voie-là. Et ça, c'était en 58 l'année encore avant. Et
Du coup, est-ce que c'est quand avec le Chinois ont gravi l'Everest? Alors, en 60, ils proclament ils sont allés à l'Everest. Mais les Soviétiques sont pas avec eux. Personne n'est avec eux sinon les Chinois. Et donc, on ne sait pas parce qu'il n'y a aucune preuve, absolument aucune preuve qu'ils ont gravi l'Everest. Il n'y a aucune photo au-dessus de 7000 mètres. Quand Le récit est très bizarre. Les Soviétiques, quand même, à l'époque, ils n'ont rien dit, mais après la chute de l'URSS, le témoignage auquel j'ai eu accès, moi, des gens qui avaient formé les Chinois et qui les ont tenus, connaissaient les 3 vainqueurs prétendus de l'Everest, et ils ont dit que, bon, vu leur niveau, c'était quand même assez peu probable. Et il y a le fameux, tu dois connaître, tu sais, sur la voie nord, il y a ce qu'on appelle le deuxième ressaut, ce passage d'escalade qui fait une grosse dizaine de mètres et qui est assez difficile, surtout compte tenu de l'altitude. Et on pense que Mallory et Irvine, notamment, ont été bloqués par ce deuxième ressaut. Et donc, vu le niveau des Chinois, on se demandait s'ils avaient vraiment pu passer ce deuxième ressaut. Et comme en plus, il n'y avait ni photo, ni témoignage vraiment convaincant, bon, on ne sait pas si c'est la propagande. Il y a eu un doute dès l'époque. Après avoir un petit peu fait le tour des informations, j'avoue que moi aussi, j'ai un très très gros doute de cette question. Et puis, le récit, la mise en scène de cette conquête, elle est trop belle aussi pour être vraie, à mon sens. Parce qu'en fait, c'est 2 Chinois et un Tibétain qui arrivent au sommet. C'est le Tibétain qui déploie le drapeau chinois. Donc, il y a toute une espèce de récit national, de conciliation des peuples. Et puis, ça se passe à un moment où la Chine avance dans l'Himalaya. Ils veulent s'accaparer des versants qui sont aujourd'hui au Népal. Ils auraient voulu la vallée du Khumbu. Eux, ils voulaient tout l'Everest, en fait, intégralement. Ouais. Et donc, ils revendiquaient du territoire en Himalaya. Ils voulaient prendre tout le monde. Oui, ils voulaient la vallée du Khumbu, c'est le côté chinois. C'est le côté népalais. J'ai grandi après. Voilà. Et donc, il y avait aussi cette géopolitique himalayenne. Et aller à l'Everest, proclamer qu'on avait été à l'Everest, c'était une manière aussi de mettre la pression, de poser les jalons. D'enfoncer leur pouvoir commissatoire. Le drapeau au sommet de l'Everest. Prendre la souveraineté en main. C'est ça. Et c'était un acte politique aussi. Par rapport à tes voyages et tes aventures, est-ce qu'il te reste pour des aventures en fait? Est-ce qu'il te reste des trous dans tes cartes personnelles? Oui, j'aimerais bien faire des grandes aventures sans plus faire de la documentation et de la politique. J'aimerais bien me lancer dans des voyages un petit peu plus libérés de... Puis ça, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur des sujets documentaires. Et j'en suis très heureux parce que je pense avoir défriché des histoires qui méritaient de l'être et dont personne ne parlait. Mais c'est vrai que là, je travaille sur un sujet un peu particulier, mais après, je pense que j'aurais envie de faire des choses un peu plus pour la célébration de la nature. T'engager toi-même. Peut-être un peu, oui. J'ai pu travailler sur les... Bon, ça me demande beaucoup de temps. Bon, intellectuellement, c'est très stimulant. Ça, c'est vrai que c'est gratifiant. Donc, on verra. Comment ton intérêt est né? C'est des histoires que tu as pu lire, des gens qui en ont fait. Tu arrives dans un territoire, tu es fasciné par l'endroit, tu te dis, mais là, j'ai envie de faire une expédition. Ça commence où? Ça commence à Paris sur une table, ça commence quand tu es déjà sur place, tu te dis, là, la prochaine, je reviens. Moi, j'ai jamais vraiment mené de grandes expéditions. Hein. J'ai toujours travaillé sur des sujets là qu'on évoque. Bon, il m'est arrivé, quand j'avais 19 ans, d'aller traverser toute la Haute-Asie à pied. Enfin, ça reste de la marche, et même si parfois au Tibet, on est dans des situations particulièrement confortables. C'est pas du Maïkang, quoi. J'ai plutôt mis ce goût de l'aventure et de l'alpinisme au service de sujets sur lesquels j'ai travaillé. Enfin, je fais alpinisme cette année, mais je suis allé faire un petit tour en Asie centrale, sur la Strasse, en montagne, etc. T'es arrivé même au village autour de montagne où t'as gravi. Non, malheureusement, j'ai pas pu faire le pic Kenin. Je m'acclimate assez mal à la haute altitude et puis j'avais pas le temps de rester. Mais j'ai jamais rien fait d'extraordinaire. Enfin, peut-être que pour Monsieur Lambda, son trottoir, oui, mais
Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ces sujets-là. Comment j'y arrive? Toujours un peu par hasard. C'est en cherchant quand tu cours et qu'on va. Finalement, c'est enfin sur un sujet comme Alpiste de Staline Mao, c'est de fil en aiguille, quoi. C'est comme ça que ça se passe. En lisant, on se dit, ah, mais ça c'est intéressant, on creuse un peu. Parfois, ça mène à rien, parfois oui. Tout se passe comme ça. Là. Mon dernier livre sur l'Asie centrale, c'est vraiment le Merdara, non, je crois. Ouais, malheureusement, tout le monde dit que c'est un livre sur la mer d'Aral, alors que pas du tout. C'est la mer d'Aral et le point de départ, en fait. Nous, ce qu'on voulait, c'était le schéma de la soif. Mais non, ton livre. Ouais, les routes de la soif. Et moi, ce que je voulais, c'était remonter justement aux sources de la mer d'Aral et du fleuve qui alimentait à l'époque la mer d'Aral qui est morte. Donc la mer d'Aral, c'était le point de départ, quoi. Mais comme c'est la seule chose que les gens connaissent, je pense que tout le monde résume ça quand on n'a pas lu le livre à un livre sur la mer d'Aral, mais c'est pas ça en fait. C'est un flotte sur les grands glaciers du Panir. C'est un livre sur les grands glaciers du Panir, qui sont le château d'eau de l'Asie centrale, et grâce auquel ces pays désertiques peuvent, en quantité, développer à l'époque d'une civilisation figure, mais aujourd'hui c'est la République devenue indépendante. Le long du fleuve qui coule de ces glaciers. Donc on a remonté, on a fait des documentaires pour Arte, puis moi j'ai fait ça. On a remonté le fleuve à Moundaria jusqu'au Tadjikistan et sur les grands glaciers du Pamir. Et c'était passionnant. C'est un peu d'hydrologie, de géographie, mais c'est aussi une manière de traverser l'Asie centrale et de mieux comprendre. Tout le monde vient sur le fleuve. Bon, c'est là qu'on comprend ce que c'est que l'Asie centrale. C'est comme le Nil en Égypte ou les grands fleuves de Mésopotamie. Tout le monde vit du fleuve dans des déserts. C'est la meilleure manière. C'est là où j'avais déjà été en Asie centrale, mais là j'ai bien compris ce que c'était l'Asie centrale. Et par rapport à ce type de projet, c'était un peu d'engagement, soit avec le Figaro, soit avec Arkena pour faire des documentaires. Comment tu réponds sur ça? C'est une chose que tu cherches parce que tu as cette idée, tu te cherches grâce à tes expériences. Non, malheureusement, c'est pas eux qui viennent me chercher. C'est toujours, dans la presse, il faut toujours proposer. Alors, j'ai travaillé avec pas mal de titres de presse, Géo, Les Nouvelles Observateurs, tout. On a plein de titres, un peu au hasard des rencontres, on voit des propositions, très souvent c'est non, parfois c'est le oui. Arte, c'est pareil, il faut venir avec des dossiers avec la proposition, ce qu'on appelle des développements, oui, des propositions, des sujets, et on n'est pas tout seul, il y a beaucoup de monde qui propose beaucoup de sujets extraordinaires. Donc Arte, ils ont vraiment l'embarras du choix. Et ça marche pas toujours, évidemment. C'est le quotidien d'un indépendant dans le monde. Moi, je suis plutôt sur l'écrit. Mais c'est l'écrit sous toutes ses formes. J'écris des livres, mais j'écris aussi parfois c'est du journalisme, du reportage. Parfois, j'écris pour des films. Parce qu'un film, avant d'être produit, réalisé, c'est un script. Ouais. Donc, c'est l'écrit sous toutes ses formes. Voilà. C'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, on verra. En l'IA m'aura remplacé. Voilà, c'est ça ma question. On va déjà entrer dans la fermeture. La conclusion. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu crois que quel métier, ou est-ce que tu as fait écrire, essayer de faire des émissions de commentaires très intéressantes? D'ailleurs, est-ce que tu crois que ça va disparaître? Parce que j'ai l'impression que chaque fois, c'est plus et plus difficile. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle a une très bonne syntaxe. Hein. je dois le reconnaître. En termes purement créatifs, littéraires, on n'y est pas encore complètement. On n'y est pas mort. C'est pas encore mort. Oui, c'est mort. Mais l'IA, même en poésie, elle est pas si mal. Mais c'est pas parce qu'elle crée, mais c'est parce qu'elle arrive à s'inspirer, à répéter Pour la plume, des modèles. Elle puise dans le bateau de Rimbaud, elle mélange ça avec ça marche pas bien. avec un petit peu de Victor Hugo, et elle arrive à faire ça assez poétique finalement. Après, à l'échelle d'un livre, c'est pas encore complètement concluant. Moi, je l'utilise pour des recherches, pas pour l'écriture. Mais vu la fluence de la progression, on ne peut pas complètement exclure qu'un jour, elle arrive au moins dans la littérature. Mais il n'y a pas les autres. Une prose, je ne sais pas, assez simple.
être compétitif. Je pense que ça sert à la base. Ça sert à quoi? À mettre les cœurs avec l'écriture. Oui, alors il ne faut pas abandonner. C'est là, ça m'aide. Et j'espère, mais j'en suis assez certain d'ailleurs, que le lectorat voudra, refusera de lire, je pense. En tout cas pour ce qui est de la littérature. Peut-être que dans le journalisme, malheureusement, l'IA va progresser beaucoup plus fort qu'en littérature. Je suis assez persuadé qu'il y aura des collections littéraires dans les maisons d'édition, où ce sera de même qu'en cuisine, il y a marqué fait à la maison, il y aura marqué écrit par un auteur biologique ou des choses comme ça. Un auteur bio, je suis un vrai auteur. Je ne suis pas un bot, je ne suis pas un agent, EA agent. Après, il y aura des EA agents qui seront ceux qui étaient très bons. Non, mais sûrement. Mais il y a quand même aussi un rapport à l'auteur via des émissions, des interventions publiques. Les gens suivent un auteur. Ouais. Donc ça, l'IA va avoir du mal à le remplacer, sauf si elle commence à développer une marque, enfin, un nom, et autour d'un nom, à produire des livres qui ont une certaine cohérence. Et je pense que les gens sont quand même attachés derrière le livre à l'itinéraire d'un auteur. Soit son engagement pour certaines causes dans un certain domaine, ou à la biographie qu'il y a derrière un auteur. Les coulisses d'un livre, c'est toujours passionnant, parce que souvent, dans un roman, dans un récit, il y a évidemment de l'imagination, mais il y a aussi une base réelle, un vécu, des rencontres. Et ça, les coulisses de l'œuvre, que souvent je trouve plus passionnante que l'œuvre d'ailleurs, c'est quelque chose que l'IA ne pourra pas proposer. Donc, il y a une patte humaine qui va au-delà de ce qui est écrit. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre, ce que construit année après année, livre après livre, un auteur, qui, je pense, fait partie quand même de la littérature. Et ça, bon, c'est comme l'IA n'existe pas, c'est un espoir. Ouais, dans cette époque où il faut être revu, et tu vois, on parle de biographie sur l'auteur. Ouais. Est-ce que tu sens que tu dois toi aussi te soumettre à faire des vidéos plus courtes, impactantes, marquées, pour attirer en fait le lecteur? Et est-ce que tu sens que plus tu vas avancer, plus ce sera difficile pour toi? Une aventure, c'est un temps long, ça prend du temps. Et en fait, est-ce que tu sens que tu dois être forcé à extraire des éléments très importants de ton aventure pour en fait attirer le public, sinon en fait, le public ne viendra pas voir le contenu. Alors, bon, les réseaux sociaux, parce que d'abord, il y a une chose, c'est que aujourd'hui, on demande plus à un auteur ou une autrice de parler que d'écrire. De se battre dans les réseaux sociaux. Alors, pas que dans les réseaux sociaux, même la presse, la télévision. Et très souvent, en fait, on se rend compte qu'un auteur qui pourrait écrire divinement, s'il s'exprime mal et qu'il n'a pas de charisme, malheureusement, ça va lui nuire. C'est fort même. Et on promeut souvent des auteurs qui sont à l'aise à l'oral, ce qui ne veut pas dire qu'ils écrivaient mauvais, mais c'est sûr que l'un nourrit l'autre et que ça fait partie maintenant du duo gagnant, quoi. Donc, les réseaux sociaux démultiplient ça, évidemment. Alors moi, personnellement, j'ai des réseaux sociaux et j'ai pas encore trop versé dans la vidéo où je m'exprime. Enfin, je le fais même pas du tout. Je publie des trucs, des photos, des machins qui m'intéressent, de la réclame aussi pour ma production. Je suis plus dans la démarche de faire savoir ce que je fais à ceux qui me suivent. Mais je suis pas dans une stratégie de conquête de followers. Tu passes quoi des aventures avec les contemporains qui partent pour une aventure un peu qui t'est filmée? Est-ce que ça tue l'aventurier? Est-ce que l'aventure est possible dans un monde où après ça devient une norme, tu vois? Toi, t'es quoi? On peut aller partout, à part les endroits qui sont Ouais. Alors, et il est déjà déassuré finalement parce que toi tu pourrais appliquer en 6 mois. c'est vrai qu'introspectivement, par exemple, quand à 19 ans, on est parti avec des chevaux de cet hiver, on n'a fait aucune image de pas de réseaux sociaux. Je pense qu'à l'époque, on aurait pu faire un buzz. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais une ophtalmie des neiges, on avait un matériel ridicule, on était à moitié pieds nus sur les hauts plateaux. Enfin, on aurait, bref. Donc c'est rigolo. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, je pense, si ça permet à des personnes dont c'est le rêve, la vocation, le projet, et de réaliser leurs aventures, finalement, ça les finance, c'est ça que je veux dire. C'est ce que faisaient d'autres personnes à l'époque autrement, avec des sponsoring, des trucs plus classiques, partenariats, tout ce genre, ça a toujours existé finalement.
Donc là, les influenceurs, hein, c'est le nouvel avatar de l'expédition sponsorisée. Donc ça leur permet de vivre leur aventure et parfois de faire découvrir au grand public des régions, des sujets extraordinaires. Finalement, c'est bien. Pour avoir été avec certains sur le terrain, une chose qui m'inquiète, c'est que c'est extrêmement chronophage de faire ça sur le terrain. C'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps. Donc, ils y consacrent beaucoup de temps. Donc c'est ça de moins pour découvrir. C'est pas bon. Et puis ils lisent pas de livre, ça je le vois. Ils lisent pas de livre. À côté de ça, parce que quand ça prend du temps, on ne peut pas tout faire. Hein. Donc il y a sans doute des expéditions qui sont moins approfondies, moins abouties, et puis aussi c'est un engagement intellectuel, mental, on va dire, moindre, puisqu'on est toujours en contact finalement avec le monde, et puis il y a cette posture, cette exigence d'abord, donc le follower, c'est un tyran, hein. Il veut très régulièrement, c'est tyrannique là. Les gens qui vous suivent veulent très régulièrement que vous envoyez du contenu. Donc, ça devient finalement aussi une contrainte importante sur le terrain. Ça devient, je crois, dans une pression, dans une chaîne Aussi, presque une pression. aussi, parce que tes followers, ils démarrent. Ouais. Toi, C'est ça. c'est ça. Pour eux. Et puis bon, ce contact permanent virtuel, alors qu'on est parti à l'autre bout du monde, je pense que c'est une grande différence avec les expéditions d'avant, en termes d'engagement. Bon. Ce que je n'aime pas trop non plus, c'est que c'est du contenu, on appelle ça du continu. Parfois c'est très léger comme contenu, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend Parfois c'est même, je pense que pas nécessaire, quoi. Dans ta vie en devenir d'aventurier qui va continuer, je pense que tu vas pas passer outre ça. Il faut devoir avoir toi aussi. En fait, c'est pas une décision qu'on prend. C'est ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de le faire ou pas. Parce que quand on n'a pas envie, c'est tellement tyrannique, tellement chronophage. C'est une telle discipline finalement du quotidien. En fait, si on n'a pas envie, on ne le fait pas. On n'arrive pas à le faire. Ou alors on se dit, allez, je le fais. On tient une semaine, 2 semaines, puis après on arrête. Il faut soit être né avec ça, peut-être les nouvelles générations. C'est pas facile de s'y mettre, je pense, en fait. Si on n'a pas ça en soi, on ne peut pas, quoi. C'est comme d'écrire ou de faire des images, pas pour les réseaux sociaux, mais faire du documentaire. Moi, j'ai travaillé avec des réalisateurs sur le terrain. C'est une passion, l'image. Je les vois, ils sont toujours à regarder, à prendre leur caméra, même à 1h du mat, à se rhabiller, à ressortir dans le froid, parce que là... Donc, c'est quelque chose qui doit vous habiter, en fait. Mais je suis pas sûr d'avoir ça dans le sang. C'est un métier. Après, c'est devenu... En tout cas, c'est un savoir-faire, les réseaux sociaux. Autant, je ne trouve pas que les contenus soient toujours très satisfaisants, autant je me rends bien compte que c'est un savoir-faire. Et donc, moi, je suis pas sûr d'avoir ça dans le sang. Donc, j'espère passer outre, ouais. En tout cas, je me vois mal me le faire. Qu'est-ce que je vais raconter? Parce que, déjà, pour fermer, c'est vrai, qu'est-ce que tu voudras faire commander aux gens, soit en Amérique, soit français, soit dans le monde? Recommander? Oui, comme recommandation, qu'est-ce que tu veux leur dire? D'abord, je sais pas ce que ça se passe. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, on parlait justement de ce show, de faire savoir, plus que de savoir-faire maintenant. J'ai croisé en voyageant énormément, mais quand je dis énormément, c'est à peine exagéré, quoi. Beaucoup de gens qui faisaient des trucs exceptionnels, qui menaient des aventures, une aventure tout à fait étonnante, et dont on n'entendait jamais parler. Des gens qui ne sont jamais venus se vanter, qui n'ont pas écrit de livre. Bon, peut-être qu'ils ont essayé quand ils n'ont pas publié, j'en sais rien. C'était à l'époque, alors je ne sais pas, aujourd'hui ces gens-là sont peut-être sur les réseaux sociaux, en tout cas à l'époque on les croisait. Et c'était dans l'anonymat des gens qui vivaient le voyage avec passion, qui avaient pas dans une démarche justement de se vanter. Donc en fait il y a énormément de grands aventuriers, je pense, qui passent sur le radar. Alors que c'est un peu l'histoire de l'aventure et de l'exploration. Enfin, il y a ceux qui font savoir ce qu'ils ont fait et il y a ceux dont on n'entendra jamais parler des exploits. Quoi. Et c'est un peu comme ça, non? Il y a ceux qui restent dans leur journaux, peut-être chez sa copine, et dans ceux qui ont pu qu'on y trouvera. Alors parfois il y en a qui ne sont pas dans une démarche de faire savoir, et puis un journaliste tombe dessus et finalement il crie sur eux, et puis ça arrive aussi, mais
Donc, je pense effectivement qu'il faut voyager d'abord parce qu'on a envie de le faire et pas, comme disait Alphonse Carr, voyager pour avoir voyagé. Tu comprends cette phrase? Oui, bien sûr. C'est la citation complète, c'est aujourd'hui on ne voyage plus pour voyager, mais pour avoir voyagé. Parce qu'en fait, c'est une espèce de statut social. Enfin, Oui, bien sûr. une ligne obligatoire dans ce CV ou je sais pas, ça fait bien. Mais il faut voyager. Tu fais des choses extraordinaires et qu'il y a effectivement matière à faire savoir. Et ben, évidemment, il faut y aller, il faut partager, etc. Mais Justement, c'est une question par rapport à ça. Est-ce que tu peux encore trouver l'extraordinaire? Parce que regarde, tout a été mondialisé. Est-ce que tu arrives encore à trouver l'authenticité dans des pays où en fait tout est devenu comme ici? Tout est semblable, les gens sont pareils, ils ont les mêmes aspirations. Tout est globalisé, c'est-à-dire toi. Est-ce que ça, tu le constates? Est-ce que tu arrives à trouver l'extraordinaire malgré tout là-bas, quoi? C'est des choses qui m'ont toujours frappé quand je voyage un peu loin et je me dis, mais l'uniformisation des paysages urbains notamment, c'est une réalité qui a frappé nos générations et c'est assez récent en fait. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, vous êtes encore plus jeune que moi, mais c'est finalement assez récent. Alors moi j'avais écrit un livre qui s'appelait Saison du voyage, qui était peut-être un peu maladroit, je sais pas, mais où je dénonçais un peu ça et du coup j'ai été beaucoup critiqué finalement. Parce que les gens ne supportent pas que vous les empêchez de rêver. Et donc, je comprends d'ailleurs, c'est très bien. Et donc, évidemment qu'il y a encore des choses. Mais il y a cette uniformisation du monde, oui, bien sûr. Ouais. L'exotisme, qui n'est pas forcément toujours non plus très pertinent comme regard, mais c'est quoi la citation de Le Divers décroît? Tu connais cette phrase? Le Divers décroît. je sais pas. C'est c'est un sinologue. En voyageur français. Le divers décroît. Et il a cette phrase dans je sais plus quel livre, ça s'appelle Stèle, je crois. J'ai oublié son nom. Lui, il a dit ça il y a un siècle. À partir du moment où il y a la globalisation, il y a un rouleau compresseur d'uniformisation. Pour toi, c'est encore possible de faire. Il y a encore quand même un certain exotisme quand on voyage. Dans les pays, ne serait-ce que dans les paysages. Et puis, c'est une uniformisation, mais aussi une interprétation de la modernité propre à chaque pays, des cultures qui sont toujours sous-jacentes, etc. Mais elle est peut-être moins évidente au regard, elle est peut-être plus dans les subtilités des coulisses, quoi. C'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour que les gens apprennent des langues, voyager, faire le tour du monde à bicyclette, c'est rigolo. On en prend plein l'avion, on prend plein d'avions, c'est chouette. Mais ça peut rester un peu superficiel parfois. Moi, je pense que c'est bien d'apprendre des langues, de s'installer quelque part plutôt que d'essayer de collectionner les kilomètres, de s'enraciner plutôt que de traverser des pays, essayer d'en voir le plus possible. En tout cas, c'est ce qui lâche le plus de traces. Moi, je m'en rends compte ensuite. Après avoir passé 10 ans en ex-URSS, on rentre, on a un peu changé, on a appris des choses, on a acquis une culture. Si on fait 10 ans autour du monde, je sais pas, parce qu'en fait, on papillonne, quoi. Approfondir, je pense que c'est peut-être aujourd'hui la meilleure manière d'être original. Approfondir, oui, bien sûr. Dernière question, c'est une permettre. C'est l'opportunité de recommander un livre. Tu ne peux pas partir sans recommander un livre. Il faut que je recommande un livre. Oui, bien sûr. Oui, mais ça c'est facile. Un seul, c'est même très restrictif. Mais deux ou trois. Un livre que j'avais trouvé extraordinaire, vous l'avez sûrement lu déjà, c'est Magellan de Stefan Zweig. C'est Magellan. Ouais. Magellan de Zweig. Ouais, Magellan, beaucoup de monde en parle de Magellan. Oui, bien sûr. Mais celui-là, je sais pas, je trouve qu'il a réussi à nous mettre un petit peu dans la tête de Magellan et c'est pas évident parce qu'on a peu de sources quand même sur cette époque. Oui, surtout c'est un Autrichien, juif qui écrit le Président. Intéressant, oui, c'est vrai. Des livres qui m'ont marqué, il y a un auteur russe que j'ai beaucoup aimé, comme tous les auteurs russes, il a terminé en exil en France, qui s'appelait Bounine. Bounine, la vie d'Arseniev, ça s'appelle. La vie d'Arseniev. C'est pas forcément un livre de voyage, c'est La vie d'Arseniev de Bounine, il a eu le prix Nobel d'ailleurs dans les années 30. Et le troisième des grands livres, et un auteur centra-asiatique, kirghize, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aitmatov.
Comment? Aitrema. T-M-A. Aitmatov. T-O-V à la fin. Ouais. Aitmatov. Ouais, oui, tout est bon, j'ai honnêtement. Notamment, Il fut un blanc navire. Jamila. C'est un très long d'auteur qui est assez mal connu. Et c'est un auteur d'expression russe, mais kirghize. Si vous allez voir Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, il y a sa statue sur la centrale. Wow, c'est le grand. Aitmatov. C'était Aitmatov. Super. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Sabato. Sabato, les Crémiens. Fantastique. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai lu ce machin, j'ai pu écrire pendant un mois, j'ai eu quelques trucs, et après ça, c'est le chien, quoi. Ouais. Bon, Cédric, je pas te remercier. Ben non, merci. On t'attend au Venezuela si jamais tu veux venir parcourir soit les Andes, soit la terre de Tepuy en Amazonie. Ouais, je vais faire le Salto Angel, mais on rappelle, moi. Tu veux le faire? Non, mais j'ai pas du tout le niveau. Allez, non. C'est très dur. Moi, je veux le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est cher. Non, j'ai des amis. C'est cher. En fait, j'ai un ami vénézuélien qui a, l'année dernière, invité un ami à lui qui a une maladie il devient aveugle chaque année. Donc, il a déjà 50% et il a fait, hein. Il a fait la descente en rappel. Hein. Mais, attends, parce que j'ai déjà, juste après, j'ai écrit, ouais. Il a fait la descente en rappel. Oui, c'est ça. Il a monté à pied ou la descente en rappel? Oui, mais à pied, par le côté. Ouais, par le côté. Par une escalade. Par le derrière, donc. Oui, voilà. Par le derrière. Mais c'est ce que fait Miguel Bonnefoy. Je parle au milieu. Il a écrit un livre, c'est pas son meilleur. Là-dessus. Oui, ça s'appelle Salto Angel, non? Ou comment ça s'appelle? Je ne me souviens pas. En fait, oui, tout le monde peut vers le derrière du Warrior Tepuy, ça fait un Warrior Tepuy. On commence à Camarata, tu te prends 6 jours. Et après, en fait, il s'appelle les Shots de l'Ange. Pourquoi? Oui, voilà. Parce que c'est Jimmy Angel, un pilote anglais qui était vraiment en baroudeur dans le pays, qui a entendu, qui dans le jour où il avait de chemin de vie, et il avait de l'or, donc il y a un monsieur américain qui s'appelle McCracken, qui l'a dit je loue ton avion et toi ton pilote, on va atterrir au sommet de la montagne. Mais ils ont atterri quoi? Il y a une surface découverte sur laquelle on peut atterrir. Et il n'y a pas de surface, ils pensaient que c'était de la grass, de l'herbe. Ils pensaient que c'était de l'herbe et il se retrouve qu'il y a des rochers et il s'arrive et il détruit la moitié de la montagne. Et après, il redescend à pied 15 jours. Ah ouais, pour se sauver. Oui, c'était, je crois, Gustavo Cahuilla-Geni et Jimmy Angel et McCracken, voilà. Moi, j'ai une copine qui a fait l'escalade. Et donc, après, c'est Ruth Robertson, l'américaine, tu dois chercher, je t'enverrai. C'est Ruth Robertson qui, pour la National Geographic, te fait les grands dévoilements de ce mélange. Mais comme elle était américaine, elle l'appelle Jimmy Angel. C'est ça le problème avec les explorateurs. C'est qu'ils se plaignent tous qu'il n'y a plus rien à explorer, mais quand ils trouvent un truc, ils le font savoir à tout le monde. L'explorateur, c'est le baiser de la mort, quoi. Quand il arrive quelque part, t'es sûr que l'endroit, c'est fini, ils vont avoir des touristes après parce que... Mais c'est intéressant cette mission. C'est qu'on garde pour nous. Bon, la question, c'est pour nous. Pour toi, il y a encore des espaces à découvrir? Ah, il y a quand même beaucoup moins. Ça dépend de quoi on parle. En fait, tu vois bien qu'il y a des angles morts énormes dans la géographie du voyage et de l'exploration. En fait, aujourd'hui, tout le monde va voir. Tout le monde, c'est plus de l'exploration, c'est du sport extrême. En Antarctique, l'Everest, le Salto Angel, je sais pas. En fait, c'est pas des explorateurs. Ils vont dans des endroits qui sont connus, quoi. Qui sont très difficiles, peut-être d'accès, des expéditions très complexes, etc. Mais tout le monde va dans des endroits. D'ailleurs, tu as des camps de base qui explosent, enfin, c'est rien d'inconnu. Mais par contre, ça reste extrême, mais c'est pas inconnu. En fait, aujourd'hui, l'inconnu, ce serait aller redécouvrir l'Afrique dans ses moindres recoins, des endroits où plus personne ne va aujourd'hui. Peut-être même l'Amazonie. L'Amazonie, oui, enfin, je t'en parlerai après de l'expédition. Tu veux aller de Roumain. J'ai envoyé à Stefano, je crois. C'était 2 frères roumains qui ont quitté la Roumanie dans l'époque difficile, un peu soviétique. Ils sont s'installer au Venezuela.
Et ils se sont dit, pourquoi pas joindre tous les fleuves de l'Amérique et partir du Venezuela jusqu'à Argentine en traversant le fleuve. Ah oui, ils l'ont fait 3 fois. C'est une expédition très jolie, je t'enverrai. C'était documenté pour échapper à Ceausescu. Oui, échapper. Souvent, en France, il y a pas mal de festivals, des films d'aventure, films d'exploration. Bon, des choses extraordinaires. Ouais. Souvent, je me fais cette réflexion que ça tourne sur une dizaine de régions du monde, pas plus en fait. Toujours les mêmes endroits. Parce que c'est des sanctuaires naturels, parce que c'est des hauts lieux, des endroits exceptionnels. Mais qui ne sont pas particulièrement méconnus, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est très bien. C'est tout un historique, d'aventurier. Là, le Groenland, l'Arctique, c'est la folie, tout le monde va là. Mais en quoi est-ce que c'est moins exploré que certaines régions d'Afrique ou d'Amazonie? Ça allait tout en fait. Il faudrait en trouver. Alors, et du coup, c'est pour ça que ce terme d'explorateur, je trouve qu'il est à manier avec quelque part. L'aventure, oui. L'exploration, c'est presque disparu. L'exploration, c'est quand même de rapporter quelque chose d'un point de vue de la connaissance. Je suis romantique, je pense à ça. Non, pas du tout. Au Sophine. Oui, je fais des études de photo. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Je suis du documentaire, en fait, quelque part. Bon, en essayant d'approfondir avec toi. J'aime bien travailler sur des histoires dont personne n'a jamais parlé. Ça m'intéresse. Défricher, faire un peu être un pionnier aussi. C'est bien. Ouais. Bon, moi, j'ai jamais été dans des endroits où personne n'avait jamais été, mais sur des sujets sur lesquels personne n'avait été, oui, ça c'est vrai. Ça me motive pas mal. J'aime bien à défricher, c'est génial. Et l'exercice de l'enquête est assez fascinant aussi, voire obsessionnel. Bon, merci. Bon, merci, chers amis. Merci, hein. On t'attend, hein. J'espère que j'ai pas dit trop de On bêtises. t'attend pour descendre. À Maracaibo, il faut aller, c'est ça? Oui, bien sûr.